Bitcoin, je marie mieux avec certaines philosophies politiques que d'autres. Ça se marie bien mieux avec le libéralisme qu'avec l'étatisme ou le socialisme. Ça reste quand même un ethos de liberté. L'état actuel du système bancaire français est une forme de contrainte démocratique en France parce que tout le monde peut se présenter, certes, mais tout le monde ne peut pas faire campagne. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est Bitcoin, mais ils savent une chose, c'est que c'est de la merde. Mais de la merde, même pas au sens c'est nul, au sens c'est fondamentalement mauvais pour l'humanité. Ça t'aura pas échappé que dans les dernières semaines, on a commencé à parler de mettre les murs autour de la France. Peu considèrent aujourd'hui que, évidemment, que la France est allée beaucoup trop loin en termes de centralisation, de censure, etc. En revanche, je ne fais pas libertarien. Vous aurez beau dire non, c'est chez moi, le droit naturel, nanana, en fait, t'auras une balle dans la gueule. Que le droit naturel, on s'en branle. Faites des concessions pour ne pas qu'on en arrive à là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que les libéraux se positionnent côté libéralisme classique où on tolère que l'État existe parce qu'il a des fonctions régaliennes et que c'est important à partir du moment où on commence à se sentir en danger physique. Bah en fait, là, la partie concession, moi je veux bien entendre que tu dises ok, j'adore la France, mais en fait, si je peux perdre un doigt en allant dans la rue, je vais peut-être aller ailleurs. Je rappelle que depuis l'an dernier, nous avons eu un débat sur l'impôt sur la fortune improductive, donc sous-entendu, vous êtes des improductifs. Sous-entendu, vous êtes des parasites. L'actualité nous renvoie à un autre chapitre d'Hayek, qui est pourquoi ce sont les plus mauvais qui sont en top. La structure des incentives aujourd'hui, elle est éclatée au sol. Ça attire non pas les gens qui sont les plus brillants ou motivés, mais les gens qui sont en capacité d'être fidèles. À cette définition chez Hayek de l'État pour la doctrine socialiste, c'est le moteur du bien commun. Donc à partir du moment où on pense que l'État c'est le bien, en fait la fin justifie les moyens et donc on trie en fonction des gens qui sont le plus prêts à n'importe quoi parce que la fin justifie les moyens. Moi je pense qu'en ce moment on voit surtout l'illustration de ce chapitre. Alors le problème c'est que ce chapitre il est quand même déjà assez avancé dans le livre et que la suite elle est pas drôle. Il y a plus de 200 000 personnes aujourd'hui qui ont déjà épargné sur Bitstack. Un peu plus de 200 millions d'euros au total en l'espace de 3 ans. Et ça grandit toujours, donc c'est pas tout qu'il y ait 200 000 ou 300 000 Français qui aient du Bitcoin sur Bitstack, mais ce serait bien que ces personnes-là, elles puissent aussi avoir un canal pour comprendre ce qu'elles ont vraiment dans les mains. Il y a plein de gens qui ont l'impression que quand tu rentres dans les cryptos ou dans Bitcoin en particulier, il va falloir être debout à 2h du matin pour checker les graphes et tout, machin. Non, pas du tout, juste en fait t'es là pour le long terme, toi ton horizon c'est 5 ans, donc en fait la volatilité entre les deux, tu t'en fous. Eh ben, salut Alex, Salut Ulrich, comment ça va? ça va très bien et toi? Très très bien. Bon épisode, gros épisode je pense là qui s'annonce avec toi. Déjà, merci à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. T'es un nom qui est très très connu dans la scène Bitcoin. Je sais même pas d'ailleurs s'il est nécessaire qu'on te présente, hein. Je pense qu'on va passer les présentations, on va directement. J'ai envie d'en fait directement de sauter dans le cœur du sujet avec toi parce que qu'on ne perd pas de temps, qu'on parle de tout ça. Et les sujets ils sont nombreux. On peut parler de politique, on peut parler de Bitcoin, on peut parler de libéralisme, on peut parler de tes projets à toi. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et moi, j'ai envie de te lancer en fait une première question. Je t'en ai parlé juste avant qu'on commence l'enregistrement. C'est de faire un petit retour, un petit rétex sur l'élection législative, hein, de la deuxième circonscription de Paris à laquelle tu t'es présenté. Parce que c'est à partir de ce sujet-là, de cette élection législative, on peut parler d'un autre sujet qui est extrêmement important et dont on parle beaucoup dans la scène Bitcoin. C'est justement quel est l'intérêt de mettre Bitcoin sur la scène politique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Donc je te propose, voilà, on commence à... Vaste on- programme. Vaste programme, ouais. On commence léger. C'est quoi ton retour sur l'élection? Comment ça s'est passé? C'est un retour qui est mitigé. Alors moi, j'en retirerais l'expérience au sens où même un retour mitigé, c'est une expérience positive au sens où on apprend. Mais effectivement, alors pour contextualiser pourquoi, d'où ça m'est venu cette idée. En fait, il y a effectivement, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a un an, après la dissolution, il y avait déjà Aurore Galvez, donc qui était ma suppléante sur cette élection, mais qui s'était présentée aux élections législatives qui ont suivi la dissolution de 2024 en Isère et qui avait fait une première candidature Bitcoin en France. De là, il y a eu quand même un débat sur justement la pertinence de candidats Bitcoin. Moi, j'ai une réflexion, je dirais, de court terme et de long terme. D'ailleurs, je l'ai dit lorsque j'ai annoncé ma candidature, je l'ai répété un peu partout. Je pense, à titre personnel, que Bitcoin n'est pas un parti et n'est pas un programme.
Parce que Bitcoin, c'est bien, mais ça résout pas la faim dans le monde. Ça ne propose rien sur l'éducation, la santé, la vie en société, et cetera. Certes, c'est un gros morceau, la monnaie, en termes de système, de règles du jeu économique, de relations aux individus, au temps, et cetera. Mais on peut pas en faire une philosophie politique, Bitcoin. En Mmh. revanche, Bitcoin, je vais dire, se marie mieux avec certaines philosophies politiques que d'autres. Et en particulier, je pense que ça se marie bien mieux avec le libéralisme qu'avec l'étatisme ou le socialisme, par exemple. Même si il y a des socialistes qui trouvent leur compte aussi, ou en tout cas des gens de gauche, pour le dire comme ça, puisque c'est souvent présenté aussi comme la monnaie des opprimés, des marginaux, des divergents, etc. Donc tout le monde peut y trouver un petit peu son compte, mais ça reste quand même fondamentalement un ethos de liberté. Euh, donc, on pourrait envisager une candidature, je dirais, d'ethos libéral dans lequel on parle de Bitcoin, mais Bitcoin n'est pas en soi un parti ni un programme. Bon, ceci étant dit, la politique, c'est aussi du militantisme et c'est une question de moyens autant que de fins, d'une certaine façon. Et donc, à court terme, la question ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire que nos amis du parti animaliste ont bien conscience qu'un chien n'est pas un programme non plus, ni un parti, et pourtant, ils le font quand même parce que en fait, l'objectif n'est pas de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de devenir président ou whatever. Le but, c'est de mettre en avant une cause et de mobiliser un électorat autour de cette cause pour montrer politiquement que cette cause rassemble. C'est aussi une occasion, puisque notre système politique le veut, et encore plus à la présidentielle, mais c'est le cas aussi pour les législatives, c'est aussi l'occasion de faire partie du débat. Si on est candidat et qu'on présente des idées, eh bien, le moment du débat politique est toujours un moment intéressant pour confronter des idées. Et donc, si on a des idées qui sont marginales, et quand je dis marginales, je ne mets pas de jugement de valeur, hein, je parle juste à Mmh. la marge, et ben, c'est intéressant de pouvoir se présenter à des élections pour justement dire: «Coucou, on existe, il n'y a pas que les gens majoritaires ou que les gens qui ont une pensée dominante, mainstream», peu importe comment on l'appelle. Donc l'entre-deux, c'est qu'effectivement, moi, je considère pas que, le mouvement Bitcoin, entre guillemets, en France, supposons qu'il ait vocation, à, je sais pas, réunir, 30 40 des Français détenteurs de Bitcoin, et cetera. Je ne suis pas convaincu que ça a vocation à devenir un parti structuré qui organise des élections, avec des candidats Bitcoin dont l'objectif serait de prendre le pouvoir et de l'exercer au sein de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. En revanche, d'un point de vue militant, ça fait parfaitement sens de dire, bah, on se réunit pour faire des candidatures, mettre notre sujet au cœur de l'agenda ou en tout cas essayer d'en parler. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu une succession, j'allais dire, d'opportunités qui en fait que les planètes se sont alignées plus ou moins. Donc, il y a eu ces élections l'an dernier qui ont généré la discussion et on a un Telegram dans lequel on en parle et des endroits où on se dit, bon, bah, aux prochaines élections, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour y aller, et cetera, et mobiliser plus qu'une seule élection locale, mais potentiellement dans plusieurs circonscriptions. Donc ça, ce Telegram, il a été lancé l'an dernier. Quand on se voit à certains événements, on en reparle en se disant, bon, bah, quand est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle, quels sont nos thèmes, et cetera. Et puis, il y a eu plusieurs autres choses à très court terme. C'est que moi, donc en juillet, on a appris qu'il y avait 3 députés qui perdaient leur mandat pour des raisons diverses, mais de façon un peu cocasse, notamment Stefano Vojetta, qui était député des Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Andorre, Monaco. Il a perdu son mandat parce que la Banque Postale ne voulait pas lui ouvrir de compte. Et donc en fait, Sérieux? D'accord. Comment ça se fait ça? bah, en fait, la dissolution, la campagne qui a suivi, elle a duré à peine 3 semaines, 4 Ouais. semaines. Et en fait, bah, la Banque Postale a pris 5 semaines pour lui ouvrir un compte bancaire. Donc son mandat a été Oh, annulé simplement d'accord. parce que, du coup, il a avancé certaines dépenses de campagne avec son compte personnel et que c'est interdit. Et donc c'était trop significatif dans ses dépenses de campagne et donc voilà, il a perdu son mandat. D'accord, OK. Alors ça, en soi, ça a d'ailleurs ce thème-là a fait l'objet de mon seul «meeting» avec des grands guillemets de campagne, puisque j'ai fait un événement avec Stéphane Vojetta, dans Ouais. lequel on a parlé de ce sujet-là, de comment, l'état actuel du système bancaire français, finalement, met une forme de contrainte démocratique en France. Parce que, tout le monde peut se présenter, certes, mais tout le monde ne peut pas faire campagne. Parce que pour faire campagne, il faut un compte bancaire, c'est obligatoire. Mmh.
Et donc on se retrouve un peu dans la même situation que les entreprises crypto qui essaient d'émerger en France depuis 10 ans et qui en fait n'ont pas le droit d'exercer tant qu'elles n'ont pas de compte bancaire, alors même qu'on n'en a pas besoin puisqu'on peut avoir Oui, une bien wallet, sûr. sauf qu'on n'a pas le droit. Et donc là, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que c'est super, je suis candidat et puis en fait, on n'a pas de compte bancaire. Donc pas de compte bancaire, ça veut dire pas d'affiche, pas de tract, pas de bulletin de vote, hein, les gens peuvent pas voter pour toi. Donc D'accord, ouais. factuellement, Ouais, bien sûr. on est un des seuls pays, où c'est aux candidats de payer les bulletins, qui seront disponibles en bureau de vote. Donc en fait, on peut pas faire campagne, tout simplement. Donc lui, vu que c'était dans l'urgence, il a demandé à la banque postale, qui est censée être quand même la banque, publique, enfin, Mmh. de l'État. Et la banque postale, bah, a pris, 5 semaines, donc tant pis, il a perdu son mandat. Alors là où c'est cocasse, C'est c'est qu'il y c'est a vas-y? non, non, mais c'est juste hallucinant parce qu'en fait, tu mets sur la table 2 sujets, qui sont assez différents. Tu le premier sujet, c'est qu'en effet, pour une banque, tu es un client et la banque peut ou non te refuser. C'est-à-dire Mmh. qu'on a beau être dans un monde, dans un pays où, tout le monde, en fait, doit être bancarisé parce que c'est la seule manière de percevoir ton salaire, tout ça, de payer tes factures et par contre, on est quand même dans un système où la banque peut quand même te refuser de t'ouvrir un compte ou peut même, rompre le contrat qu'elle a avec toi parce que voilà, elle a pas envie de poursuivre le contrat avec toi. D'ailleurs, elle a même pas besoin de fournir de raison. Et Non. la 2e chose que tu mets sur la table, c'est en effet, on pourrait se dire: «Oui, la banque postale, c'est la banque, service public, hein». On pourrait s'attendre à ce qu'elle accepte tout le monde dans des délais raisonnables et là, elle accepte tout le monde, mais pas dans des délais raisonnables. C'est assez Et marrant ça. encore, pas tout le monde, parce que moi je l'ai sondé la banque postale, quand, j'ai moi-même essayé d'ouvrir un compte pour ma campagne, chose que je n'ai pas réussi à faire. Disons que c'était le même accueil que chez tout le monde, c'est-à-dire on te dit pas non, mais on te Mmh. dit: «Désolé, c'est pas moi qui m'en charge, c'est telle agence, faut appeler tel numéro». Tel numéro, il t'annonce la couleur de départ, c'est genre, «Oui, on peut le faire, mais ça coûte 600 balles». Tu es là genre: «Putain, c'est 600 balles pour ouvrir Ah un compte, ouais, vous êtes gentils les amis, mais c'est cher quand même». Heu, c'est c'est donc même anormal. Toi, par exemple, moi, je sais que quand tu as un syndicat, une asso qui veut ouvrir un compte bancaire, il y a pas de frais de non, mais parce dossier, que là, par c'est spécifique, en fait. C'est-à-dire que là, d'accord, c'est OK. un compte de campagne. Donc OK, c'est donc un quelque compte chose de bancaire. spécifique, c'est pas un compte d'asso, c'est pas un compte personnel, c'est un compte de campagne. Et donc le compte de campagne, pour une banque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le pire en termes de réglementation, alors que c'est le pire en termes de business. C'est-à-dire que les Mmh. comptes de campagne, tu l'ouvres, tu sais qu'il y aura en gros, max, quelque chose comme, quelques dizaines de milliers d'euros de flux et que ce sera ouvert, dans 4 semaines, ce sera fermé. Mmh. Donc c'est vraiment le pire, ça te sert à rien, ça te rapporte zéro business et c'est le pire en termes de scrutation, des pouvoirs publics, de la Commission nationale des comptes de campagne, des machins, des bidules. Donc en fait, elles s'envoient elles se renvoient toute la balle. Donc j'ai fait une dizaine d'agences le même jour, il y en a aucune qui m'a dit non. Parce que si elles te disent non, elles doivent te donner une lettre de refus et ensuite tu vas à la Banque de France et ensuite, bah, elles peuvent se retrouver à être forcées d'ouvrir un compte. Donc elles évitent par tous les moyens de te donner un compte, de te donner une lettre de refus et donc du coup, elles te donnent des justifications débiles. Donc c'est, «Non, c'est pas moi, c'est mon collègue, c'est l'autre banque, c'est telle agence, appelez tel numéro», enfin c'est bref, tu peux faire 8 agences de la même banque, que chaque agence trouvera une raison différente de te refuser, et donc tu auras jamais de compte, quoi, en fait. Si tu peux passer 2 semaines à faire toutes les agences de l'Île-de-France que, tu auras pas de compte. Et Donc toi, par exemple, juste sur le retour que tu as eu avec cette expérience, on en parle un peu parce que je trouve ça super intéressant, quand tu t'es présenté à la banque pour ouvrir justement ce compte-là, toi, mmh, tu as senti ça comment? Est-ce qu'ils ont essayé de noyer le poisson parce que tu étais un petit candidat, tu présentais une liste Bitcoin ou est-ce que oui, même d'ailleurs tu as parlé de ton non, projet j'ai politique? certainement pas dit bitcoin, enfin sinon je D'accord. D'accord, OK. et c'est tout, point. Et en fait, OK. comme je disais, c'est vraiment la réception en règle générale, c'est: «Ouh là», tu sens dans les yeux que c'est: «Mais qu'est-ce pourquoi?» Enfin, «Ouh là, comment je vais me Pourquoi faire? débarrasser de ce mec?» Globalement. Et je peux même aller un cran plus loin, c'est qu'il y a une des agences que j'ai faites, dont je ne dirai pas le nom, où en fait la personne, quand je lui ai dit ça au guichet, elle a dit: «Ah bah, je vais voir avec, ma directrice d'agence». Elle est repartie, derrière enfin, elle était au comptoir, elle est juste allée derrière. Ouais. En fait, il y a pas de mur, genre littéralement c'est un paravent. Donc elle s'est mise à discuter avec sa directrice et moi j'entendais tout. C'était Aïe, débile. aïe, aïe. Donc elle fait: «Ah, j'ai un gars qui veut ouvrir un compte de campagne, machin». En fait, la directrice, elle laisse même pas la phrase terminer. Elle fait: «Ah non, pardon, mais Ah non, mais la là, tu lui vache. dis ce que tu veux, mais on fait pas ce genre de truc. Ah non», et elle a rajouté: Il y a déjà assez d'emmerdes avec le RN et tout ça. Non, non, tu le dégages». Donc en Mmh. fait, elle veut que peu importe, trouve une raison. Donc en l'occurrence, c'est même une banque dont je suis client. En plus, Donc j'ai ouais. déjà un compte chez eux. Mais quand elle est revenue au guichet, elle m'a fait: «Ah non, désolé, mais il est où votre compte et tout machin?» Donc j'ai dit: «Dans bah, dans telle ville». Elle fait: «Ah non, vous devez voir avec l'agence de votre ville», machin. Tu sais, genre elle saute sur l'occasion de Ah alors que ouais. c'est faux, c'est-à-dire,
même si j'étais dans l'agence de Trifouille-Liégeois et que je venais dans cette agence pour dire: «Je vais ouvrir un compte ici», elle est très contente de gagner un client normalement. Donc là, c'est juste, ils prennent la moindre occasion et excuse pour te dire: «C'est pas chez moi». Il y a une autre banque où je suis allé dans la banque de détail, on m'a dit: «Ah non, non, mais ça, c'est pas nous qui sommes dans ce agence, c'est la banque, c'est la branche entreprise». Je vais voir la banque entreprise, elle me dit: «Non, non, c'est les gens du détail». C'est Ouais, vraiment, OK. c'est quasiment assumé qu'on va se foutre de ta gueule, quoi, mais en fait, on peut pas te dire non, mais le plus vite tu le comprends, tu sais, le plus de temps on économise tous les 2, quoi. On était vraiment volontaires pour le faire, on a mobilisé y compris la procédure Banque de France, pour le faire, puisque la procédure Banque de France, bah, en fait, il y a il y a 2 façons de l'activer. La première, c'est d'avoir une lettre de refus, donc tu auras compris que ça n'arrive jamais. Et l'autre façon, c'est de faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi ça fait 15 jours que tu cherches et que toutes les banques, enfin, et que tu as au moins une banque qui t'a refusé. Hem En fait, bah, la campagne en tant que telle durait quelque chose comme 20 jours. Donc si tu veux, si j'attends 15 jours, pour, faire la demande, bah, j'aurai jamais de compte. Donc moi, j'ai quand même joué le jeu, c'est-à-dire j'étais en mode: «Bah non, on peut pas faire la déclaration sur l'honneur puisque ça fait pas 15 jours». Et en fait, quand j'ai appelé la préfecture pour leur signaler un autre truc, à savoir qu'il y avait une faute sur mon nom, enfin, c'est un peu débile, mais si tu vois, si tous les bulletins de vote sont pas valides parce que j'ai une faute sur mon nom, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Et donc j'en ai profité pour leur dire: «Désolé, mais je pourrais pas, remplir votre deadline», parce qu'en gros, il y avait une date limite, à laquelle il fallait rendre tous les bulletins, les tracts, les machins, sachant qu'il y a une commission, comment elle s'appelle? Commission de propagande, où en fait l'État valide ce que tu as le droit de dire sur tes tracts. Ah, Heu, c'est génial ça. c'est génial. Ah c'est Alors pour le petit bonbon, qui va plaire à tous les bureaucrates qui nous écoutent, le mien de tract a été refusé, parce qu'il y avait pas écrit, dessus: «Ne pas jeter sur la voie publique». tu sérieux là? Ah la vache. Ouais, on est sur des Ah, c'est on est lunaire, donc tu as déjà des mecs dans un institut, enfin de propagande, du coup. En fait, tu as des bureaucrates qui vont checker ta propagande politique. Bon, après, c'est ouais, le vrai nom, hein, c'est ta c'est propagande vraiment de la politique. propagande. Voilà, et pour la valider ou non, et Mmh, donc déjà, c'est en assez fait, lunaire en soi, hein, soyons honnêtes, hein, c'est et tu la non, refuser parce qu'en effet, elle est pas non, éco-friendly, quoi. après je dégonfle la bulle que j'ai moi-même créée, c'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai commencé à en parler avec des Suisses, ils étaient en train d'halluciner total, du genre: «Mais depuis quand des gens valident?» Enfin, du coup, c'est quoi le Ouais, concept d'élection où l'État te dit ce que tu as le droit de dire? Enfin, du coup, c'est pas une élection, en fait. Hem, Dans la réalité, c'est la version liberté d'expression française. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne vont pas s'exprimer sur le contenu de ton truc, ils vérifient juste que tu as pas mis un, «J'adore les nazis» au milieu, quoi. C'est plus ça. OK. Si tu mets effectivement, une croix gammée, et «Je déteste les juifs, et les arabes», bon là, ils vont te dire: «Michel, change ta propagande», parce que ça va pas être possible, en fait. Mais si jamais tu dis, des trucs du genre, «Bah non, je veux prendre tout l'argent des riches», ou à l'inverse, «Il faut abolir l'État», ils vont pas te dire, «Non, non, c'est mort, tu le mets pas». Autre truc marrant, c'est que, alors moi, du coup, je ne sais toujours pas d'ailleurs dans quelle nuance j'ai été mis. Aurore et moi, enfin, il y a eu 2 processus différents entre l'élection en Isère de 2024 et moi, mon élection, là, en 2025. C'est qu'en fait, l'État, il t'attribue aussi une couleur politique. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ce que tu es. Est-ce que tu es de gauche, de droite, machin, c'est lui qui décide. Donc quand Aurore l'avait fait, l'an dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée voir, un métier dont j'ignorais l'existence, qui c'est un nuancier. Et donc tu as un entretien à la préfecture, où ils te posent des questions, voilà: «Qu'est-ce que tu penses, de je sais pas moi, de telle et telle mesure économique? Est-ce que tu penses qu'il faut prendre de l'argent aux riches?» machin, enfin, je sais pas, mais en gros, c'est Mmh. à peu près des questions comme ça. Et selon tes réponses, et ben, ils vont dire: «Tu es de gauche, tu es de droite, tu es de centre, tu es, tel truc». Et ensuite ils t'attribuent. Voilà, ils te disent: «Voilà, ce mec-là, il est de tel endroit». Alors moi, c'était un peu différent et je crois que finalement ça n'a pas eu lieu, mais en fait, j'en ai aucune idée. C'est que du coup, moi, je m'étais préparé, c'est-à-dire je suis allé à la préfecture, déposer mon dossier, j'étais en mode: «Bon, bah, là, du coup, après, il y a le nuancier». Normalement, historiquement, comme, Aurore a été mis divers centre, heu, ou divers tout court, pardon, pas divers centre, mais divers tout court, normalement, il y a pas de sujet. Enfin, si vu qu'on Mmh. est, enfin, littéralement, elle aussi, elle est sur l'affiche, a priori, ils vont pas la voilà. Mais je m'étais préparé en mode il y a un nuancier. Et en fait, du coup, j'ai demandé, bah, du coup, quid? C'est le nuancier, voilà. Et ils m'ont dit, «Ah non, non, nous, il y a pas de nuancier, mais en fait, on va vous attribuer une nuance». Et donc j'ai dit: «Bah, enfin, on va vous m'attribuer, mais sur la base de quoi? Parce que je vous ai littéralement pas filé de programme, en fait, donc c'est que» et ils font: «Ah non, mais on a des gars chez nous qui en fait vérifient, ce que vous dites, sur les réseaux, qui vont regarder, quoi, et ensuite ils vont vous attribuer quelque chose». Et je suis là: «Mais Waouh! enfin, si vous mettez mon nom sur Google, le dernier article, c'est genre l'Express qui dit que je suis un gourou, donc
enfin, je vais me retrouver d'extrême droite, moi. C'est aux deux fois. Aïe, aïe. Donc bref, donc je sais pas ce qu'il en est advenu de cette procédure, puisque in fine, je n'ai pas l'impression que j'ai eu une couleur politique. C'est-à-dire que partout j'ai été mis sans étiquette, mais ça c'est la partie justement dans OK, laquelle ouais. Mmh. et normalement il y a une couleur avec. Et là pour le coup j'ai trouvé nulle part ma couleur, donc je suppose qu'ils ont pas mis de couleur cette fois-ci. Donc j'en sais rien. C'est Franchement, ouais, ça a dû créer un bug, je pense, dans leur cerveau, quand ils ont vu, ils ont tapé ton nom, si, ils ont bien orthographié le nom d'ailleurs, bon, sur internet, ils ont dû voir Bitcoin, ils ont dû voir un peu tout ce que tu as pu faire, toutes les conférences, les podcasts et ils se sont dit: «Bah, en fait, ouais, ça rentre pas dans aucune case». bah, Donc non, c'est-à-dire que j'ai pas vu les autres se voir attribuer de couleur non plus. C'est-à-dire personne n'a de OK. couleur. Donc Enfin, ouais, OK, c'est global. si tu regardes sur Wikipédia les résultats d'élections machin, en règle générale, tu vas avoir des tableaux avec machin, parti communiste, couleur gauche, tu vois, ou extrême gauche. Là, pour notre élection, il y a juste écrit parti machin, machin, sans étiquette, mais il n'y a pas la colonne couleur. Et moi, quand OK. j'ai regardé pour les documents de la préfecture, etc., il y a nulle part où on m'attribue une couleur. Bon, bah, je pense qu'ils ont zappé le truc, quoi. Bref, pour revenir au compte bancaire, donc du coup, quand j'ai appelé la préfecture pour juste dire il y a une faute sur mon nom, j'en ai profité pour leur dire du coup, je ne pourrais pas remplir votre deadline. Deadline qui est quand même importante parce que, en fait, si tu la remplis pas, la préfecture ne peut pas envoyer tes tracts et tes bulletins de vote chez les gens, dans les bureaux de vote, etc. Ah, c'est impressionnant là, j'ai l'impression d'entendre un sketch en fait, C'est un peu un c'est ouais et ça c'est aussi une chose dont on parle assez peu souvent, toi. C'est que quand tu es dans un pays, par exemple comme la France qui est fortement bureaucratisé, il faut quand même un certain niveau de patience et d'expertise pour naviguer dans le système et si tu pousses la réflexion, un peu plus loin, tu peux même te dire que c'est peut-être même aussi un système, de défense, d'autodéfense du système pour dire: «Tiens, bah, tu veux t'engager en politique, tu un petit candidat, tu as pas forcément d'ailleurs les connaissances de comment ça fonctionne les comptes de campagne, comment les délais à respecter, et au final, je pense que tu as un sacré nombre de personnes qui voudraient se présenter en politique, hein, qui n'ont pas forcément la technicité, l'expertise, le savoir, ni le temps, hein, tout simplement de faire ce que tu as fait et qui au final, le monde politique, hein, et même l'engagement politique leur est totalement, «interdit» entre guillemets, en tout cas leur est rendu totalement impossible et ça peut même poser des questions, démocratiques en fait, dans Enfin, je rajouterais par rapport à ça qu'il y a, il y a aussi un fossé incompréhensible. C'est-à-dire que, et c'est Stéphane Vaugetal le dit bien, c'est-à-dire que il y a quand même une forme d'insulte démocratique à dire que quelqu'un qui a été élu par le peuple va perdre son mandat parce que une entreprise privée a pas voulu lui ouvrir mmh. une entrée sur un Ouais, registre. What the fuck? totalement, ouais. En revanche, il y a des députés actuels, tu sais, qui ont acheté de la drogue à des mineurs en situation irrégulière avec de l'argent public et ils sont là, hein. Ils ont pas perdu leur mandat. Ouais, mais parce que Et tu oui, es là genre, mais c'est quel est le pourquoi c'est plus grave de genre, avoir la banque postale qui prend du temps que littéralement de voler de l'argent public pour acheter un truc illégal à une personne en situation illégale? The what the fuck? parce que là, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas la fin qui compte, mais la procédure et quand tu es voilà, quand tu es bureaucrate, quand tu es, Ouais, mais même là, la procédure, je veux dire dans le cas de l'autre, je veux dire, la procédure, tu voles de l'argent public, ça devrait être plus grave que ouais, mais de c'est jugé a posteriori, tu vois? Alors que là, quand tu veux, te présenter à l'élection législative, tu dois suivre justement la procédure qui est préétablie, non, parce que là, qui t'amène il a pris de l'inéligibilité pour 1 an. C'est-à-dire le fait d'avoir eu la banque postale qui a pris 5 semaines à lui oui, ouvrir un compte, le rend inéligible. C'est-à-dire que c'est aussi grave que d'avoir, littéralement fait de la fraude, avec de l'argent public à hauteur de millions, quoi. mmh, ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est la sanction administrative, sanction purement administrative, alors qu'en effet l'autre qui vendait qui consommait de la drogue, là, du coup, lui, c'est plutôt une sanction pénale, qui va c'est pas forcément, tu vois, pour avoir un peu creusé aussi moi ce sujet-là, tu sais, entre la sanction administrative et pénale, elles sont totalement prises par des entités totalement différentes et tu peux avoir la sanction administrative qui peut être beaucoup plus immédiate et dure et sur laquelle tu reviens pas parce que du coup, c'est la procédure, c'est ça qui est dit. On va pas changer ça pour toi alors que un autre type de procédure pénale, bah, là, du coup, c'est tout un truc nouveau qui va s'ouvrir et là, c'est pas la même vitesse, c'est pas forcément la même sévérité. Donc quand je dis que la procédure compte plus que le résultat, il y a un peu de vrai dans le sens où si tu vas contre le texte qui a été préétabli, prévoté, bah, là, c'est compliqué, quoi. Mmh. C'est malheureusement. D'un point de vue procédurier peut-être, d'un point de vue démocratique, je pense que le signal est pas terrible quand même. Ah, mais totalement, ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est tu mets des freins administratifs, procéduriers, suffit que
toi, la première personne que tu croises dans la rue, monsieur tout le monde, qui voudrait s'engager en politique pour dire: «Bah, tiens, moi, je veux changer les choses, j'ai la hargne et cetera, il faut faire des choses pour mon pays, pour ma collectivité, tout ça». Ah bah, lui, bonne chance, quoi. Mmh. Bonne chance, bonne chance. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des avantages des grands partis par rapport aux petits partis, hein. Tout à l'heure, tu parlais des animalistes, hein. Je pense qu'eux, ils ont pas la force de frappe que pourraient avoir, les Républicains, le PS et cetera, en termes de justement de personnes derrière eux qui pourraient les accompagner pour ouvrir des comptes et ça, mine de rien, ça a une incidence sur qui peut se présenter en fonction de comment ils sont encadrés et comment ils sont accompagnés, quoi. Et ça entretient aussi, bah, une certaine, bah, un peu tout simplement les mêmes politiciens, quoi, plus, sur le long terme. Il y avait une question, est-ce que tu voulais rajouter deux trois choses sur le sur Bah, le là, c'est le déjà sketch bancaire ou? ouais, non, c'est voilà, je disais, dans le terme d'enseignement, je veux dire, je suis même pas rentré dedans parce que là, j'ai parlé surtout du pré-campagne Bah, t et ça du ça t'a appris des trucs, hein. voilà, Le mais il y a d'autres enseignements. Là, c'est la partie pré où je disais que, bah, du coup, donc je parlais de pourquoi j'ai fait, cette démarche, que du coup, il y avait un peu des planètes qui s'étaient alignées. Donc il y avait première planète, bah, en fait, il y a des députés qui perdent leur mandat, donc il y a des élections. C'est-à-dire qu'elles étaient pas prévues, hein. Normalement, il y a pas d'élection législative en 2025 et là, globalement, moi, je me dis, «Ah, c'est marrant», mais juste genre, ah, bah, c'est un peu scandaleux d'ailleurs, parce que je commence à regarder l'affaire du compte et cetera. Je fais: «Putain, c'est vraiment scandaleux». Ça mmh, résonne quand même pas mal avec Bitcoin, de se dire: «Bah, ce serait bien qu'on puisse faire des campagnes en Bitcoin pour, déverrouiller la démocratie». Mais, je vais pas beaucoup plus loin que ça, si ce n'est de voir que dans le tas des 3 députés, bah, il y en a un, c'est la deuxième circonscription de Paris. Et en fait, du coup, je dis à Aurore, je lui dis donc, comme ça, je lui dis: «Ah, mais c'est marrant, regarde, le hasard fait bien les choses quand même, deuxième circonscription de Paris». Et en fait, moi, à cette époque-là, pour dire comment je suis loin du truc, mais pour moi, deuxième circo égale deuxième arrondissement. Il se trouve que c'est là que je suis. Et donc j'étais en d'accord. mode: «Bah, c'est quand même le hasard fait bien les choses». En fait, c'était mon député. En fait, pas du tout, c'est pas du tout mon député, puisque la deuxième circo, c'est pas du tout le deuxième, c'est 5, 6, 7. Mais donc c'est parti de là un peu, tu vois? J'ai dit genre: «Bah, c'est le hasard fait bien les choses, les planètes sont alignées». À ce moment-là, commençait à se dessiner aussi mon départ de Pemium. Donc je me suis dit: «Bah, la campagne, en fait, elle aura lieu en septembre, qui sera le moment où je vais partir». Donc en fait, j'aurai une forme de trou dans Mmh. lequel, bah, putain, c'est encore une planète qui s'aligne, il y a un trou au moment de la campagne. Donc bah, on va commencer à en discuter. Mais honnêtement, ce qui se passe, pareil, autre absurdité, je sais pas comment dire, mais fin juillet, je crois, je commence à regarder un peu sérieusement. C'est-à-dire, bon, bah, c'est quoi la démarche pour se présenter? C'est un peu con, hein, mais Mmh. bon, il faut faire quoi? Et en fait, il y a rien. C'est-à-dire que ça faisait 3 semaines ou 2 ou qu'on savait, mais la préfecture avait rien mis en ligne. Donc en fait, j'étais en train de dire: «Bah, quel formulaire faut remplir, à qui faut le déposer et quand?» Et j'avais pas l'info. Et genre, elle n'existait pas l'info. C'est-à-dire que j'appelais la préfecture qui disait, «Bah, ce sera en ligne bientôt, t'inquiète». Et moi, dans la tête, c'est mais donc on sait que l'élection a lieu début septembre, on est quasiment début août et en fait, on sait toujours pas comment faire. Donc je me suis déchauffé en me disant, peut-être déjà j'ai une phobie administrative, donc vraiment là ça me coûte de genre appeler la préfecture. Donc si en plus c'est pour que je me batte pour ne serait-ce que savoir quel CERFA remplir, je vais me tirer une balle, donc je vais partir en vacances. Donc parce que comme il y avait, Bitcoin Helsinki, mi-août, bah, en fait je suis parti à la conférence Bitcoin Helsinki et puis j'ai mis ça derrière moi en mode, voilà. Bon accessoirement il y a eu le sujet Mara, Exaion, machin qui a émergé à ce moment-là, donc je l'ai mis de côté et j'y pensais plus. Et après, quand je suis revenu de la conférence Bitcoin Helsinki, fin août, je me suis dit, enfin, je me suis un peu réchauffé tout seul avec Aurore et cetera et je me suis dit: «Bon, je vais regarder, les documents nécessaires». Ils les ont peut-être mis en ligne, sachant que j'avais regardé, je crois, le 13 ou 12-13 août et toujours pas. Et donc je regarde fin août, ça devait être le 22 ou le 23, j'en sais enfin bref, dans ces eaux-là. Et là, je vois, «Ah oui, les documents sont en ligne, vous avez jusqu'au, genre 26 pour déposer les documents». Et je suis là genre: «Mais» donc en gros, si tu pas au courant, en fait, Ah tu as ouais, une fenêtre de c'est genre 4 jours, tu vois, pour, poser tes trucs. Bon, alors il y a quasiment rien à poser. En gros, tu remplis un truc pour dire: «Je m'appelle truc et je suis bien inscrit sur la liste électorale et voilà ma carte d'identité». Mais à part ça, il y a besoin de rien. Tout le monde peut se présenter. Donc il y a pas genre, enfin si le mandataire, il a besoin d'un casier, judiciaire vierge, blablabla, mais le candidat même pas. Donc mmh. vraiment, on est sur un truc très light. Et donc à ce moment-là, je suis un peu en mode: «Bon, bah, couteau sous la gorge». En gros, maintenant, c'est pas, je me décide dans 2 semaines, c'est je me dois me décider maintenant. Et donc effectivement, à ce moment-là, j'ai non seulement commencé à me dire: «Bon, bah, vas-y, en vrai, de toute façon, tu auras un peu plus de temps et accessoirement, c'est une expérience, qui pourra être enrichissante, machin». Et en plus, il y a le sujet Mara Exaion, machin, donc c'est le moment aussi de mettre sur la place Ouais. publique le sujet monnaie, bitcoin et cetera, le sujet Mara Exaion énergie et puis le sujet des libertés fondamentales parce qu'il y a quand même chat contrôle qui arrive dans la même, truc. Donc j'étais là un peu avec mon
j'allais dire, mon programme quasiment dessiné à l'avance, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, on y va, let's go. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'y aller. De mémoire, la préfecture n'a officialisé, parce que du coup, je suis allé à la préfecture déposer le dossier, ça devait être genre, ouais, le 26, 27 août, j'en sais rien. Et en fait, quand ils acceptent le dossier, t'es pas encore candidat. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours te dire, Mmh. on a fait nos audits, machin, il nous manque un document, ou bien, je sais pas moi, l'élection est annulée parce qu'il y a une dissolution, enfin une connerie. Donc, en fait, tu n'as pas la certitude que tu es candidat jusqu'au moment où tu as vraiment l'arrêté préfectoral qui dit voilà les candidats. L'arrêté préfectoral, de mémoire, il a été publié quelque chose comme le 4 septembre. Euh, D'accord. Sachant que l'élection avait lieu quelque chose comme le 20 septembre. Donc en fait, OK. c'est une campagne, ce qui n'avait aucun sens, quoi. Enfin, dans le sens où t'es en campagne le 5 et tu as 10 jours devant toi, quoi. Tu as Ouais. 10 jours pour convaincre sur un programme. Enfin, les gens, ils n'ont pas entendu parler de Bitcoin, c'est pas en 10 jours qu'ils vont être convaincus, quoi. Et en fait, moi, là où j'ai été un peu pris de court, entre guillemets, c'est que une des raisons pour lesquelles j'y allais, alors j'avais pas l'ambition de croire que j'allais gagner, mais je me disais, en fait, on va avoir une circonscription popcorn pour les médias parce que c'est en gros des grands personnages, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait Barnier qui est ancien Premier ministre, il y avait Dati qui était ministre actuel, il y avait Bredin qui était ancienne ministre. Donc en fait, c'était une circo vraiment pour les médias attractive, entre guillemets. C'est pas que Ouais. des petits candidats, c'est genre des mastodontes. Et en plus, tu rajoutais par-dessus ça qu'il y avait la querelle fratricide. Pareil, popcorn pour les médias. Dati Barnier. Ouais. Dati, elle, voilà, souvent, elle fait des trucs que les médias voilà, aiment bien parce que elle peut être un peu offensive, pour le dire comme ça. Et donc, moi, je me disais, en fait, non, donc non seulement ça va être une circo attrayante pour les médias, donc ils vont couvrir, et deuxièmement, ça va être une circo où les candidats vont devoir prendre des risques parce qu'à ce moment-là, le seul sondage disponible donnait en gros 30-30-30. Ils étaient tous les trois à 30. Alors, c'était un peu plus, c'est-à-dire, je crois que Ouais. Dati était à 34, Barnier à 32, puis Bredin à genre 29 ou un truc comme ça. Mais en gros, c'était 30-30-30. Et donc, moi, je me disais, bah, du coup, c'est le scénario idéal pour parler de Bitcoin parce que si l'un veut être au-dessus de l'autre, c'est le genre de scénario dans lequel ils doivent prendre des risques. Et le problème, c'est que moi, en sortant de la préfecture, après avoir déposé mon dossier, c'est le moment où, moi, c'est l'agent de la préfecture, le chef de bureau, qui m'a dit: «Ah bah, Dati s'est retirée». Moi, je ne savais pas avant. D'accord. En fait, elle s'est retirée quand j'étais à la préfecture. Et le problème, c'est qu'avec son retrait, plus la censure de Bayrou, la Serco est passée en l'espace de quelques jours de popcorn intégral à tout le monde s'en fout. Ouais. Et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, de toute façon, Barnier va gagner au premier tour, donc il ne sert à rien de le couvrir. Et donc, bah, en fait, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec la même ambition, parler de Bitcoin, profiter de l'espace médiatique pour le mettre sur le devant de la scène, des sujets de monnaie, de liberté, d'énergie, etc. Mais avec une couverture médiatique qui était quasi nulle. Et donc, c'était un peu épuisant parce qu'évidemment, j'étais là en train d'essayer de quémander de l'attention, alors que pour les médias, bah, évidemment, le sujet d'actualité, c'était on n'a plus de gouvernement, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, c'était la partie qui fait que la campagne n'a peut-être pas eu le succès escompté en termes de KPI pour parler business, mais en tout cas, moi, mes KPI dans ma tête un peu intuitifs, c'était de faire en sorte, non pas que moi je gagne, mais que les autres se positionnent. Et avec, pour être tout à fait honnête, mon KPI final, c'était que depuis le début de l'année, on a réussi à faire se positionner ce qui est considéré comme la droite ou l'extrême droite. Nous avons maintenant en gros une fenêtre qui va durer de 6 mois à 1 an, pendant laquelle il faut absolument que les partis qualifiés de gouvernement se positionnent, parce que sinon c'est terminé ad vitam aeternam, on va être qualifié d'extrême droite. Et donc mon ambition était de faire en sorte j'allais dire pour la bonne cause, de faire en sorte qu'il y ait une prise de position publique d'un candidat non d'extrême droite sur Bitcoin. Donc évidemment ma target c'était Barnier, Bredin ou Dati. Et bon, bah, du coup, c'est tombé à l'eau parce que Barnier, à partir du moment où Dati s'est retiré, enfin, la stratégie de campagne s'inversait totalement. C'est-à-dire, il n'a plus aucun intérêt à dire quoi que ce soit. Parce que enfin, il est élu au premier tour quasiment. Donc, dès qu'il parle, il prend un risque. Donc, en fait, il n'a rien dit. Voilà, il y a Oui. 2 semaines où il a fait 3 photos sur des marchés, il a rien dit et il a été élu. Ouais. Et donc, en fait, bah, moi, j'étais là: «Bitcoin, Bitcoin», et en fait, tout le monde s'en fout.
Ouais. Non, Donc mais voilà. ouais, c'est intéressant tout ce que tu dis parce que en effet, là, ça revient à l'intérêt de mettre Bitcoin sur la place politique. Quel est le véritable intérêt? Et en effet, comme tu dis, la campagne, elle s'est inscrite dans une actualité qui a été extrêmement dense, hein. Ouais. Donc, en effet, tu as eu la censure du gouvernement Bayrou, et puis tu as eu en effet toute l'actualité autour d'Exaion, de Marat. Ça, on va en parler après parce que justement, ça, c'est extrêmement grave, hein. Et d'ailleurs, tu as même certains politiques que tu as rencontrés qui ont pris parole, hein, par rapport à ça. Mhm. Si je dis pas de bêtises, tu avais Ciotti, hein, que tu as vu sur ça. Mais avant justement qu'on parle de ça, moi, j'avais vu sur X, tu avais posté des dimanches, pardon, tu avais posté des images justement un dimanche où tu étais sur le marché en train de faire tout simplement, Tractage. du tractage, ouais, tout simplement en train de donner des tracts pour la campagne. Et c'est marrant parce que, alors moi, de la manière dont j'ai vu ça à l'extérieur, donc ça, c'était très spécial justement de te voir parler de Bitcoin sur un marché avec des petits vieux, pour être Mhm. honnête. Et d'ailleurs, ça a fait pas mal réagir, je pense, Oui. sur X, hein. Il y a eu ouais, quelques petites piques qui ont été lancées ouais, par d'autres comme le Bunker, etc. Pour dire oui, mais c'est quoi l'intérêt de parler de décarbonation avec des petits vieux et tout? Et moi, il y a un truc moi, dont je me souviens et que j'avais trouvé ça super intéressant, c'est que il y a un de tes posts, tu dis oui, je parle justement de monnaie, d'énergie, de liberté avec les personnes sur le marché et surtout de liberté. Et c'est ça la question que j'ai envie de te poser, c'est que quand tu parles justement à monsieur et madame tout le monde sur le marché, quand tu parles de tout ça, eux, ils vont te dire oui, mais la liberté. C'est la première chose qui est ressortie visiblement. Et qu'est-ce que toi t'en tires comme leçon justement tu parles de Bitcoin et c'est la liberté qui revient en fait en premier. Alors, j'essayais de ne enfin, de pas parler de Bitcoin, en fait. C'est plutôt ça, malheureusement. Enfin, ça D'accord. arrive plutôt vers la fin parce que, d'expérience, alors, par exemple, quand moi, j'avais un projet de faire du minage sur des sites d'enfouissement de déchets en 2023, hem, j'ai assez rapidement compris que tous les industriels ou les propriétaires de sites d'enfouissement et cetera auxquels je parlais, en fait, si je à partir du moment où le mot Bitcoin est prononcé pour la première fois, la discussion s'arrête. Ouais. Et donc il fallait trouver des circonvolutions débiles et absurdes, voilà, non, je fais des centres de calcul flexibles et mobiles, je fais, voilà, ce que tu veux, mais pas Bitcoin, quoi. Et tu peux dérouler ton argumentaire sans aucun problème en disant: «Bah, c'est vrai que vous avez un problème, vous n'êtes pas connecté au réseau». «Ah oui, c'est vrai, on n'est pas connecté au réseau». «Ah, vous avez besoin d'un acheteur de dernier ressort». «Oui, on a besoin d'un acheteur de dernier ressort et vous aurez besoin, si moi j'ai un centre de calcul, flexible et mobile, je peux m'installer chez vous». «Ah, ce serait super et du coup, vous l'achetez quand?» «Ah oui, ce serait cool». En fait, tout le monde est d'accord et à la fin, je fais: «Eh donc vous, enfin, c'est quoi vos calculs et tout?» «Ah bah, je fais du minage de bitcoin». «Ah non, ah non, ça va pas être possible». Tu genre: «Mais ça ne change strictement rien à tout ce qu'on vient de se dire avant». «Non, non, non, mais pas bitcoin, terrorisme, bidule, machin, terminé». Et donc, fort de cette expérience, Ouais. pour les marchés, je ne faisais pas enfin, pareil, de toute façon, c'est quelque chose que je recommande en règle générale aux gens qui me disent: «Beh, comment on parle de bitcoin à ses proches?» En règle générale, je dis: «Bah, vous n'en parlez pas». Vous parlez du problème, vous parlez de la monnaie, vous parlez de comment elle est viciée, vous parlez de l'épargne, vous parlez du temps long, vous parlez des moyens de paiement, de tout ce que vous voulez en disant: «On aurait besoin de» et ensuite vous insérez le cahier des charges auquel répond Bitcoin, genre: «Ah, ce serait bien si on avait un actif rare, numérique, décentralisé, incensurable, nanana», mais vous dites jamais le mot interdit. Parce que le mot interdit, il faut le lâcher que à partir du moment où vous avez la certitude que la personne, elle est trop «empêtrée» entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est Mmh. trop d'accord avec vous pour que si jamais elle doit revenir en arrière, en fait, elle va être en dissonance cognitive. Parce que le mot Bitcoin, est chargé, on va dire, de clivage, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est Bitcoin, mais ils savent une chose, c'est que c'est de la merde. Ouais. Mais de la merde, même pas au sens, c'est nul, au sens, c'est fondamentalement mauvais pour l'humanité. Et donc les réactions sont à la hauteur de ce jugement. C'est-à-dire que les réactions, elles sont épidermiques. Et donc sur les marchés, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait, une forme de dilemme d'un point de vue de la stratégie de campagne entre, bah, assumer le côté Bitcoin et en fait, les gens qui aiment Bitcoin verront le logo, ils ont pas besoin de plus et ils voteront, mais braquer tout le monde ou, essayer d'être un peu sneaky, c'est-à-dire, bah, voilà, on ment pas, il y a du bitcoin à deux trois endroits, mais en même temps, quand je parle aux gens ou quand je leur explique ma démarche, en fait, je leur dis: «Bah, je suis indépendant. Moi, j'ai des thèmes de campagne que j'estime importants pour la France, qui sont la monnaie, l'énergie, la liberté». «Ah bon, les libertés, machin? Bah, oui, vous savez qu'il y a Chat Control qui arrive, à la fin du mois». «Ah, c'est quoi?» «Bah, c'est en fait, on va vous contrôler, machin, vos trucs sur internet». «Ah non, je savais pas, c'est important, enfin, c'est grave et tout». «Oui, puis l'énergie, bah, je pense qu'on pourrait, faciliter la transition énergétique, nin nin «Ah ouais, c'est vrai, machin» et en fait, pareil, à chaque fois qu'il y a eu un moment donné où j'ai dit bitcoin, terminé. Mais terminé Ouais. au sens où là, comme c'est en physique,
c'est encore plus violent parce que bah, tu pas derrière un écran, quoi. C'est-à-dire que la personne se met à t'insulter littéralement sur le marché, voire à faire une scène. Donc moi, je suis plutôt une personne qui aime pas trop déranger les gens. Donc déjà, même le fait d'aller voir des gens sur le marché était quelque chose qui me coûte socialement parce que j'aime pas ça. Je suis introverti, et là, en fait, c'était vraiment de l'antagonisme pur, quoi. Ouais, C'était Bitcoin. On a eu un gars, enfin Fono l'a raconté, puisque Fono de Phone Radio est venu, tracter avec moi sur le marché. Enfin, il a pété un câble, quoi. Il s'est mis à nous demander: «Est-ce qu'on travaille pour l'étranger? Je vais porter plainte contre vous, donnez-moi votre nom». On est à ce niveau-là de truc, quoi. aïe, aïe, aïe. Donc ça fait partie des enseignements qui étaient pas agréables, mais qui en même temps sont quand même des enseignements. C'est-à-dire que, bah, OK, Bitcoin cool, tout ça, mais sur le marché, on va dire, les poncifs ont déjà gagné. Ouais, Heu, bien sûr. Personne est indifférent à Bitcoin. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels tout le monde a un avis, même ceux qui ne comprennent pas, mais ils ont un avis. Mmh. Et donc c'est très difficile, très, très difficile, comme, tractage. Évidemment, c'est pas sur un marché en 2 minutes qu'on convainc quelqu'un. Donc en fait, tu es juste confronté à des gens qui te balancent, en gros: «Tu es une merde, tu finances le terrorisme, tu es un truand, tu détruis la planète». Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je fais pour me regarder dans un miroir. Enfin, c'est on Sérieux? Oh là là. oui, non, c'était des très, très, Mmh. très, très violents. Ouais, non, non, mais ça, c'est quelque chose, je pense que, tous ceux qui écoutent, tous les bitcoiners, on l'a tous vécu, hein, socialement ça, que ce soit dans quand on parle à tes amis, à ta famille, quand on parle avec tes même avec tes collègues du bureau, hein. Dès que tu commences à parler de bitcoin, là, tout de suite, là, ça se ferme, hein, parce qu'en effet, bitcoin a un délit de sale gueule, en fait, hein, tout simplement. C'est qu'on n'en parle pas de manière, honnête dans les médias, donc les gens, ils impriment, comme des éponges et après ils vont ressortir, voilà, toutes ces idées reçues sur bitcoin et après ça revient aussi à une stratégie, hein, de toute façon, quand tu parles de bitcoin, comme tu dis, en fait, mieux vaut ne pas parler de bitcoin. On parle d'abord des problèmes et après, en dernière phase, on présente la solution qui est bitcoin. C'est toujours la meilleure manière, en fait, hein, Mmh. d'aborder cette question-là. Donc c'est vrai que politiquement, on comprend mieux pourquoi, par exemple, tu vas plutôt parler de liberté, pourquoi tu vas plutôt parler aussi de décarbonation, justement. Ça, c'est intéressant et en dernier recours, du coup, on va plutôt présenter Bitcoin comme solution. C'est la C'est la meilleure aussi une des technique, quoi. raisons, enfin, c'est une parmi d'autres parce qu'en fait, fondamentalement, on est quand même très convaincus de ça, mais par exemple, l'Institut national de Bitcoin, bah, enfin, dont je suis président, on parle quasiment depuis le début de l'année exclusivement d'énergie. Parce qu'on résout un problème qui est un problème des Français, c'est-à-dire la facture d'électricité, la transition énergétique, la souveraineté sur le nucléaire, qui est une fierté nationale, nin 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 et donc en fait, on parle de plein de sujets, mais on n'est pas frontal en mode, bah, en fait, on va séparer la monnaie de l'État. On est plutôt en mode, c'est une solution pratique à un problème majeur de la transition énergétique en contexte de guerre commerciale et monétaire. Bah, ce serait con de cracher dessus, en fait. C'est quand même des milliards d'euros pour EDF, pourquoi on le fait pas, tu vois? Mmh. C'est quand même beaucoup plus difficile en tant que politique de s'opposer à cet argumentaire que de dire, «Bah, non, mais ton truc, c'est de la merde, quoi. C'est voilà, ça finance le terrorisme, machin». «Ah, mais attends, je t'ai pas parlé de Bitcoin, en fait. Je t'ai parlé de centre de calcul, flexible et mobile». Enfin, tu vois, je caricature un peu et d'autant plus que, bah, c'est dans le nom, entre guillemets, «Institut national Bitcoin», il y a Bitcoin dedans. Mais on pense de façon générale que le le sujet de l'énergie, pour le dire de façon un peu militante, cynique, mais c'est un très bon cheval de Troie, en fait, Mmh. pour Bitcoin. Bah, c'est ce que j'allais dire, en fait. Tu parles, de décarbonation, de nucléaire français et après on sépare la monnaie de l'État, j'ai envie de dire, tu sais? Dans le sens où, tu peux faire de l'entrisme, hein, tout Oui. simplement, d'ailleurs, l'entrisme, est une stratégie politique, comme une autre, hein. C'est-à-dire que tu vas parler de certains problèmes, tu vas plutôt, mettre sur la table certaines problématiques et tout en ayant, derrière la tête, hein, que la solution, toi, tu l'as déjà, mais tu vas pas la présenter dès maintenant parce que tu as envie de faire ton petit bonhomme de chemin dans ce sens-là, quoi. Bon, Bah, après, c'est un peu cynique, tu vois? Mais c'est pas il y a si su simple que ça. C'est-à-dire que alors, ce serait cynique si j'étais convaincu que, la partie minage n'était pas bonne et qu'en fait, il y avait un côté la fin justifie les moyens. Moi, j'allais dire, si, l'an prochain, on a EDF qui mine, transition énergétique accélérée, machin, mais que le gouvernement pense toujours que Bitcoin, c'est de la merde, en fait, je suis quand même content. C'est-à-dire qu'on a avancé et je pense qu'en mmh. soi, même sans aller jusqu'à, séparer monnaie de l'État, la solution du minage est une vraie solution pour la transition énergétique. Nin nin nin. Accessoirement, c'est quelque chose que, alors, en tant que personne qui a fait du conseil, normalement, on apprend, assez vite. C'est en fait, on fait avec la nature humaine. C'est-à-dire que
la nature humaine, c'est qu'on va beaucoup plus être convaincu de choses dont on est persuadé qu'on est à l'origine de la réflexion. Mmh. Donc un bon consultant, entre guillemets, je le fais en version cynique, mais c'est pas quelqu'un qui propose les bonnes solutions, c'est quelqu'un qui fait croire au client que c'est lui qui a trouvé. Mmh. Parce que le client, une fois qu'il a trouvé et qu'il est persuadé qu'il a trouvé, bah, en fait, il est persuadé que c'est la bonne solution parce que c'est lui qui l'a trouvé. Oui, c'est Toi, ton autoconvaincu, rôle, quoi. c'est de Ouais. guider en disant: «Bah, je vous donne les éléments, il y a ça et ça, évidemment, je pense que ça peut, faire sens dans tel et tel contexte, machin, mais il y a d'autres solutions qui sont X, Y, Z». Mais en fait, c'est d'amener le client à faire lui-même le raisonnement rationnel qui l'amène à penser que c'est ça la solution. Et il va Mmh. être beaucoup plus fermé si tu lui dis: «J'ai fait le travail et la solution, c'est ça». Parce qu'il va dire: «Ouais, mais c'est pas ma solution». Voilà, donc bon, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que c'est pas en fait, c'est plus on fait avec la nature humaine, c'est pas tant pas du cynisme au sens où on veut tromper, où on veut machin, c'est que, heu il y a toujours une adhésion plus forte à un projet lorsque le raisonnement d'adhésion provient de la personne. Ouais, totalement. Non, mais tu as totalement raison et c'est pour ça que et de toute façon, alors, je pense que les bitcoiners le savent plus que n'importe qui, hein. Le chemin vers Bitcoin, c'est un chemin qui est long, où, Oui, on apprend beaucoup, on doit faire preuve d'une certaine humilité parce que justement, on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien, hein, de toute façon, quand on va vers Bitcoin. On apprend beaucoup, on arrive sur Bitcoin sur différents angles, hein, économiques, liberté, technologique et c'est à la fin, en final, qu'on comprend. Donc si tu vas vers quelqu'un de nouveau qui lui, est totalement, on va dire vierge sur le sujet, que tu lui balances directement Bitcoin, là, c'est totalement contre-productif, quoi et oui, on en revient toujours à la même chose, hein. On présente d'abord le problème et après en dernier recours, on présente la solution et moi, je sais qu'à titre personnel, tu vois, la politique, c'est toujours quelque chose qui est très particulier quand tu es bitcoiner parce qu'il y a toujours cette réflexion de se dire: «Mais en fait, Bitcoin renforce la souveraineté individuelle», par exemple, contre l'État, contre la coercition de l'État, contre tout ça et ça serait une erreur justement d'introduire Bitcoin sur la scène politique, hein, et parce que le danger que ça pourrait créer, c'est que tout simplement qu'il y a des politiques, il y a des États qui commencent en fait à comprendre Bitcoin et aussi à comprendre en fait l'intérêt que ça pourrait représenter pour eux, bah, tout simplement pour s'auto-préserver, pour aussi, voilà, faire des choses qui seraient pas forcément dans l'intérêt des gens. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pas cette peur-là de dire: «Ouais, Bitcoin, est-ce que c'est pas plutôt un objet de souveraineté individuelle avant d'être un objet de souveraineté collective en quelque sorte?» Est-ce qu'il bah, non, faut je croyais que Bitcoin is for the enemies. Oui, Hem, oui, oui. il Mais y a oui, mais not the state, donc voilà. ouais, alors du coup, c'est pas cohérent. Non, en fait, moi, alors pour ça, je renvoie, à la conférence que j'avais fait au Beyond à Annecy, je sais pas l'an dernier ou l'année d'avant, je crois l'année d'avant, où en fait je me positionne, la liberté individuelle pour moi, elle, s'appuie aussi sur une forme de liberté collective. C'est-à-dire que, pour le faire en version un peu caricaturale, hem, si on est un Français extrêmement libre, mais que la France est complètement dépendante de ses voisins des États-Unis, de qui on veut, bah, en fait, on n'est pas si libre que ça, parce que collectivement, on va se faire imposer des choses et qu'il y a certaines choses pour lesquelles l'échelle du collectif, en tout cas de la nation, est la bonne échelle pour décider ensemble de notre destin commun. Dans ce cadre-là, par exemple, c'est l'exemple que je prends, dans ma conférence à Annecy, j'introduis une différence, absolument cruciale, entre, par exemple, la possession et la propriété. En disant que, bah, en fait, la différence, par exemple, sur le cas de, je sais pas, une maison, avoir la possession de sa maison, il y a un côté, c'est, pas la loi du plus fort, mais c'est un je sais plus comment Rousseau le disait, mais quelque chose comme la loi du premier occupant. C'est-à-dire, Ouais. pourquoi j'ai la possession de ma maison? Parce que je suis dedans. Mmh. En revanche, la propriété de ma maison, c'est quoi? C'est que je peux partir le matin, revenir le soir et être sûr que c'est toujours la mienne. Et pour faire ça, bah, j'ai besoin de la loi. J'ai besoin d'un état de droit. J'ai besoin de certaines garanties qui font que je peux exercer ma liberté ailleurs, avoir ma vie, enfin, exercer mes libertés fondamentales, vivre, et poursuivre mes désirs, dans la vie et mes aspirations et puis rentrer chez moi le soir et c'est toujours à moi. Que j'ai pas besoin de rester H24 dans ma maison avec une AK-47 parce que sinon quelqu'un va rentrer dedans. Alors on pourra m'opposer que les squats, tout ça, mais c'est pour ça qu'il existe, un droit qui est avec des punitions et machin. Ouais, Bon bien après, sûr, est-ce ouais. mal appliqué, c'est une autre histoire, mais Mmh. ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une différence fondamentale entre cette possession et cette propriété. De la même façon, on peut introduire la même distinction exacte sur Bitcoin, c'est-à-dire avoir sa clé privée, c'est de la possession. Mais si cette clé privée, je suis dans l'incapacité d'en jouir parce que
la société dans son ensemble pense que je suis un terroriste, que personne n'accepte le Bitcoin et que si je l'utilise, je suis un paria de la société et en gros, je vais prendre une balle dans la tête, bah, c'est formidable, tu as la possession de tes Bitcoins, c'est bien, puis c'est tout, tu peux rien en faire. Pour le transformer en pouvoir d'achat, en fait, parce qu'à la fin, d'une certaine façon, Oui, c'est tout à fait. Mais après, tu vois, la Bitcoin te donne quand même le côté où justement tu n'as plus besoin d'intermédiaire justement pour jouir de ta propriété, dans le sens où tu deviens tes Bitcoins, dans le sens voilà, où tu as ta clé privée. Ça te donne la possibilité de faire de l'arbitrage géographique et en fusionnant ta propriété via la possession de partir et de dans t'extraire de ça, quoi. Mais dans la grande théorie, j'allais dire, mmh, mais ça t'aura pas échappé que dans les dernières semaines, on a commencé à parler de mettre des murs autour de la France, pour ouais. éviter aux riches de partir, quoi. Donc, ça c'est en fait, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui que, évidemment, que la France est allée beaucoup trop loin en termes de centralisation, de censure, et cetera. En revanche, je ne suis pas libertarien. Je pense clairement que l'État a un rôle, qu'il y a des fonctions régaliennes, voire comme un certain Hayek, qui n'est pas non plus spécialement Mmh. étatiste, qu'il y a des monopoles naturels, que c'est pas idiot de filer des choses comme les infrastructures ou l'énergie à l'État, mais que à partir du moment où la contrainte budgétaire est tombée avec le système Fiat, ben en fait cet État il est boulimique, il veut toujours plus s'introduire dans les libertés individuelles, et ça j'ai écrit un article dessus qui s'appelle Léviathan monétaire pour ceux que ça intéresse sur mon Medium, dans lequel je prends un exemple, le fait qu'on en soit avec des tickets resto, des chèques vacances, des chèques culture, des passes numériques, des machins, ça s'appelle des points de fidélité en fait, hein. C'est l'État qui décide ce qui est Mmh. bien, ce qui est pas bien et ce sur quoi on a le droit de dépenser de l'argent tout en imposant une machinerie à la con dans lequel il y a des parasites qui prennent 10 au milieu. Tout à fait, ouais. Donc, on peut tout à fait critiquer cette boulimie étatique, tout en considérant que dans l'absolu, l'État a un rôle et que c'est quelque chose que je veux préserver. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait, bah, la suite de la question, elle est déjà, beaucoup plus cadrée parce qu'en disant ça, il y a probablement, un tiers ou une moitié des bitcoiners qui sont déjà pas d'accord avec moi. Et donc, bah, eux, j'allais dire, bah, évidemment qu'on va pas être d'accord sur la place de Bitcoin dans la politique parce que, bah, si, l'impôt c'est du vol et l'État c'est de la merde, forcément que amener Bitcoin dans l'arène politique, on va pas être d'accord là-dessus. Moi, comme je pars pas de ce postulat-là, bah, en fait, le step d'après, c'est de considérer, et là pour le coup, je renvoie plutôt à une conférence que j'ai fait à Surfing Bitcoin il y a quelques années, que pour moi, libre, liberté, souveraineté, souverain, tout ça c'est des synonymes. Quand on est libre, on est souverain. Et en fait, ce synonyme s'applique aussi à l'échelle collective. Donc la France, c'est-à-dire, d'une certaine façon, la collectivité des Français, même si évidemment les Français sont aussi des individus avec leurs aspirations à eux, il y a une collectivité des Français qui votent des lois communes, des règles de vie communes, qui votent même parfois des choses qu'on fait à l'extérieur des frontières, une stratégie énergétique, des choses qui vont concerner tout le monde. Et ben, on a aussi besoin d'une certaine indépendance, d'une certaine liberté collective. Et cette liberté collective, bah, en fait, il faut que la France, s'approprie Bitcoin le plus vite possible dans son intérêt. Par exemple, en minant pour EDF, nin parce que ça profitera à tout le monde et parce que le plus tôt on fait entre guillemets comme les États-Unis, c'est-à-dire, faciliter la détention privée de Bitcoin, faciliter l'usage comme moyen de paiement, faciliter, la détention par les entreprises. Le plus tôt, on est prêt à la résilience. C'est-à-dire si l'euro s'effondre et qu'aucun Français n'a du Bitcoin, on est tous dans la merde. Si l'euro s'effondre et que la moitié des Français ont du Bitcoin, bah, on est moins dans la merde que les autres. Ouais, oui, clairement, clairement. Ah, il y a tellement de choses là dans ce que tu viens de dire, je vais essayer de revenir sur deux trois trucs, si ça te dérange pas. Heu, alors déjà, juste pour clarifier un peu, alors c'est vrai que quand on parle aux bitcoiners, la scène bitcoiner en France, elle est très, très plurielle, on va dire. Il y a beaucoup de bitcoiners qui pensent différemment les uns des autres et c'est ça, c'est génial d'ailleurs et il y a toute une partie en effet, comme tu l'as dit, qu'on pourrait classer sur le spectre un peu libertarien. Donc le spectre libertarien qui lui-même assez large, parce que c'est une longue tradition où on peut même remonter jusqu'aux libéraux classiques français, hein. Parce que je sais que sur ton Medium, alors je sais pas si c'est dans l'article que tu mentionnes, mais je sais que, il y a un article où tu mentionnes Hayek, tu mentionnes, Benjamin Constant, donc tu mentionnes en fait des noms qui résonnent profondément justement avec, même aujourd'hui avec l'éthos libertarien Oui, il y a et des libertariens pour lesquels Hayek est un socialiste, hein. oui, non, bien sûr. Alors c'est là où je voulais en venir et en effet, dans l'extrême, chez les libertariens, tu vas voir ce qu'on va appeler les anarcho-capitalistes, hein. Oui. Donc eux, ce sont vraiment ceux qui veulent l'abolition totale de l'État, et venir en fait, comment dire? Recréer une sorte de société uniquement de contrat.
Mmh. Bon, ça, selon moi, c'est une utopie qui n'arrivera jamais. Et tu en as beaucoup, je pense, la majorité des bitcoiners sur lesquels tu vas mettre justement cette étiquette libertarienne sont plutôt en fait minarchistes. C'est-à-dire qu'ils Mmh. veulent revenir à un état Minimal. minimal qui Oui. s'occupe des fonctions régaliennes, la sécurité intérieure, extérieure et la justice. Et je pense que beaucoup de bitcoiners sont comme ça. Il y en a très très peu. Enfin, moi, j'en connais certains qui sont anarcho-capitalistes, mais grosso modo, il y a une bonne majorité qui sont minarchistes. Et là, c'est très intéressant parce que, et là, t'en viens, je recite justement quelques libéraux. Dans cet article, tu citais Benjamin Constant et tu disais, et je crois que d'ailleurs, tu citais une très très belle citation de lui, c'est que l'État s'occupe d'être juste, on s'occupera d'être heureux. Et Mmh. ça, en fait, voilà, je veux dire, tout est dit là. C'est que Oui, c'est chacun, se borne, c'est ça, c'est non, enfin, j'ai plus le début, mais c'est: «Non, messieurs, ne lui laissons pas ce plaisir, que l'État se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux». exactement. Et au final, tout devrait se résumer à ça. Et tout à l'heure, tu disais qu'en effet, la loi, c'est de permettre à tout le monde de vivre en collectif, hein. Et comme disait Frédéric Bastiat, en fait, l'origine de la loi, elle est assez simple. C'est l'organisation collective du droit de légitime défense. Et tu ne peux que défendre ce qui t'appartient, donc la propriété de toi-même et de ce que tu as, hein, de ta maison, ce genre de choses. Donc le fondement de la loi, c'est la propriété individuelle. Et tout est construit autour de ça. Et après, la loi, elle est pervertie. Je sais pas si tu as lu la loi de Bastiat, je te le recommande. Ouais, je l'ai Justement. lu, mais c'était il y a un certain temps, donc Voilà, donc après, la loi, progressivement, elle change. Mais ça, c'est intéressant parce que, en fait, on s'y retrouve. On a toujours, au final, au fond, toujours ce même constat qu'en effet, l'État va outrepasser ses missions de base, hein, régaliennes, et avec les mêmes conséquences que ça va avoir, hein. Plus l'État planifie, d'ailleurs, c'est Hayek, hein, qui disait ça, hein, plus l'État planifie, moins l'individu peut planifier sa propre vie. Et ça aussi, c'est extrêmement vrai, quoi. Donc, il faut revenir à une sorte d'équilibre. Donc voilà, c'était juste un peu ça que je voulais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Parce qu'en effet, les idées de liberté de Bitcoin, elles sont, à mon avis, indissociables. Et je vais même dire un truc, tu vois, il y a quelques jours, j'étais à Saint-Malo pour assister à un meeting politique de David Lisnard. ah bon? Alors, ça peut surprendre certains qui écoutent, mais j'ai été invité par le gars qui est responsable de Nouvelle Énergie en Bretagne. Il m'a dit, tiens, Ulrich, il faut que tu viennes parce qu'il y a David Lisnard, il faut que tu viennes écouter ce qu'il a à dire. Moi, je sais que toi, t'es pas très politique, etc. Et au final, ce gars-là m'a assez impressionné parce qu'il a justement toute cette ethos Une cette formation. libérale. Et il est assez impressionnant dans sa connaissance de ça. En fait, il a la bonne matrice. Ça se sent quand il parle, ça se sent qu'il a lu du Hayek, ça se sent qu'il a lu du Bastiat. Enfin, dans le discours, ça transparaît de manière très très claire, même si lui, d'ailleurs, ouvertement, se déclare pas forcément libéral. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on s'adresse à un public et il faut, Il faut faire. pas mal libéral. En tout cas, alors moi, dans le meeting dans lequel il était, peut-être vu l'audience, peut-être qu'il a hésité. Voilà, il s'est adapté à son public, hein. Ça, c'est Et tu vrai. vois, ce genre de personnages, j'ai envie de dire, ils sont quasiment mûrs en fait pour qu'on leur parle de Bitcoin, quoi. Ou même C'est, voilà, quand on parlait des gens en politique, c'est effectivement j'essaie de remonter l'hémicycle, on va dire, avec, exactement la même injonction que je m'auto, mets, que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, Mmh. on a 6 mois, 1 an pour faire en sorte que des gens autres que l'extrême droite en parlent. Ouais. Alors Heu, justement, là, tu as parlé avec donc le Rassemblement national, Éric Ciotti, c'est ça? mmh François Hollande? Philippe Latombe, François Hollande, Ouais, bah d'autres. vas-y, parle-nous de tout ça, justement, de cette stratégie, de cette course contre la montre dans laquelle tu es engagé pour que le sujet devienne transpartisan, en fait. Alors, après, je suis pas le grand maître des horloges et le marionnettiste de de tout le monde. Moi, je fais aussi avec le réel. C'est-à-dire que, honnêtement, quelqu'un d'extérieur qui regarderait ce sur quoi j'écris depuis une dizaine d'années, heu, en fait, enfin, alors après, il faut définir la gauche, la droite, mais je vais dans la caricature, quoi. Mmh. Heu, il lit ce que j'écris, il se dit pas: «Ce mec est de droite». Parce que j'écris sur la transition énergétique, j'écris sur les libertés fondamentales, voilà, j'écris sur la liberté. Bon, on se dit pas, sur les sujets typiques de droite, l'insécurité, l'immigration, machin, je m'en fous, j'écris pas. Hem, Maintenant, force m'est de constater que malgré des appels du pied incessants, répétés, explicites auprès de quasiment tout le personnel politique, surtout de gauche, globalement, j'ai reçu en très grande majorité du mépris.
ou du silence, peu importe. Mais en tout cas, j'ai eu très peu de retours. Les seules personnalités de gauche, entre guillemets, qui se sont intéressées au sujet, c'est celles qui, globalement, nous ont mis des bâtons dans les roues. Je pense notamment à Aurore Lalucq. Il y en a d'autres qui, effectivement, on semblerait, j'allais dire, d'une façon extrêmement cocasse au regard de l'histoire, parce que en fait, on en arrive à avoir des gens de gauche qui défendent une rente bancaire, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Mais ils comprennent pas voilà, ils Ouais. comprennent pas l'antinomie de dire, «Non, on va faire une régulation pour mettre des barrières à l'entrée afin de préserver un cartel bancaire d'une solution qui permet d'avoir des libertés fondamentales pour les gens marginaux». Aïe, C'est aïe, ouais, aïe. allez, je suis de gauche. Voilà, bon bref, en tout cas, je fais avec le réel, comme on dit, donc le réel, c'est ça. Et le réel, c'est aussi qu'il y a eu un grand changement avec l'élection de Trump. C'est que pour le coup, pendant que la gauche ignorait ce sujet, voire le méprisait, et en fait, la droite, ou l'extrême droite, peu importe, enfin, tout le monde est extrême droite, mais voilà, regardait ce qui se passait ailleurs. Et regardait Milei, regardait Trump, et disait: «Mais en fait, ça marche. Les gars, ils en parlent et en fait, c'est dérisqué». C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, 10 ans, on peut pas en parler parce qu'on va perdre des voix, mais là, il semblerait que le gars, il a fait 6 mois de campagne en disant: «Bitcoin, c'est génial, les cryptos, j'adore», et en fait, il a été élu. Heu, bon, du coup, on va juste, mimique quoi, on va reprendre, et puis en fait, c'est une stratégie de campagne intelligente. Donc, tout simplement, à partir du moment où Trump a été élu, en fait, la fenêtre s'est ouverte, quoi. Hem, il y a eu, Sarah Knafo qui en a parlé au Parlement européen. De façon très cynique, une fois que Sarah Knafo en a parlé, le RN se dit: «Comment j'embête Sarah Knafo?» Donc forcément, le RN a envie de se positionner et se positionne sur le sujet. Une fois que le RN s'est positionné, forcément ça remonte l'hémicycle. Donc il y a des gens qui disent: «Le RN s'est positionné, donc ça veut dire que c'est un sujet sur lequel je peux aller aussi», et cetera, et cetera. Et donc on remonte, «l'arc de cercle» entre guillemets, à partir de ce qui est positionné aujourd'hui, en tout cas reconnu comme tel, à l'extrême droite. Le problème, c'est que comme chacun sait, l'extrême droite, c'est un anathème, assez puissant. Globalement, si l'étiquette vous est mise dessus et qu'elle n'est pas challengée, vous devenez infréquentable. Et pour des gens qui, en règle générale, ne vont jamais questionner l'étiquette. C'est-à-dire: «Ah, Mmh. quelqu'un était d'extrême droite, j'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais cette personne est donc devenue radioactive et je ne veux plus lui parler». D'autant plus qu'on est rentré dans une forme de phase un peu délirante dans laquelle il y a même des gens maintenant qui vont se mettre à ne plus parler à quelqu'un s'il parle tu sais, Ouais, par c'est effet de transitivité. Il y a un côté ouais, qui devient radioactif, à plusieurs maillons, au-delà de toi, quoi. Donc c'est tout à fait, vraiment ouais. difficile après, une fois que tu as cette étiquette collée sur la gueule, en fait, tu t'es marginalisé et ça peut durer 25 ans, quoi. Et je le dis pas à la légère, quoi. C'est vraiment, ça peut durer très, très longtemps. Donc le réel, c'est quoi? C'est que on ne va certainement pas, enfin moi je prends Bitcoin comme étant quelque chose de positif pour la France et les Français, donc si, l'extrême droite, la droite choisit d'en parler, je vais pas les ignorer. Donc je discute avec eux et voilà, en plus dans le tas, il y en a qui ont compris, honnêtement, qui sont prêts à discuter un certain temps, qui ne m'opposent pas le mépris que j'ai pu recevoir à d'autres endroits, et qui sont prêts à regarder comment ça s'insère dans leur logiciel à eux, ou même pas d'ailleurs, parfois c'est purement cynique, hein, il y a des voix à aller chercher, qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, ils sont prêts à écouter et à dire, «OK, qu'est-ce qu'on en», donc moi, tant qu'à faire, en fait, du coup, je vous donne les bonnes choses à dire parce que j'ai envie que la France avance et que donc ça arrive dans le débat politique. Mais forcément, c'est une forme de course contre la montre qui est maintenant lancée, où effectivement, si ça dure trop longtemps, cette phase pendant laquelle Bitcoin n'est discuté qu'à l'extrême droite, les autres partis vont finir par s'auto-justifier entre eux de ne pas traiter le sujet, parce que c'est un truc radioactif, et comme il n'y a que l'extrême droite qui en parle, c'est bien la preuve que c'est un truc d'extrême droite. Et en fait, le truc s'auto-alimente. Donc Oui, bien évidemment, sûr, hein. plus les gens ont peur, bon, ils en parlent, donc plus l'extrême droite en parle, donc à la fin, en fait, tu as l'impression que c'est un sujet d'extrême droite. Et donc là, c'est pour ça que je disais que dans, heu, dans les sujets, enfin pour moi, pour que Bitcoin ne subisse pas ce sort-là, nous sommes actuellement dans cette course contre la montre où il faut que, des gens, des politiques, d'autres bords, s'en emparent, aient un discours audible sur le sujet et intelligible, pour qu'on sorte de cette séquence, terrible, qui consiste à dire que Bitcoin est l'extrême droite. Et alors, là, je parle même pas du fond, hein, c'est-à-dire parce que là, on n'a même pas le débat de est-ce que Bitcoin est d'extrême droite? C'est pas ça le débat. Le débat, c'est sa perception dans le débat public. Mmh. Les gens sont persuadés que c'est d'extrême droite, mais vous pouvez avoir le débat de fond autant de fois que vous voulez, ça ne sert à rien.
Ils seront persuadés. Et donc, on retombera sur exactement ce qui s'est passé sur les marchés, c'est-à-dire invective, isolement social. Et j'allais dire, peut-être des gens qui nous écoutent vont se dire, en vrai, il est lunaire ou ça ne me concerne pas. Euh, le jour où vos amis commenceront à vous dire, mais attends, mais du coup, tu es dans Bitcoin, donc tu es raciste, là, vous n'allez pas rigoler. Mmh, Donc, bien sûr. si, bien sûr que ça vous concerne. Et donc, là, on est dans cette course contre la montre où il faut absolument renverser la situation. Donc, je m'y active autant que faire se peut en envoyant des messages à tous les groupes parlementaires, aux députés, aux sénateurs. Voilà, j'essaie de discuter avec tout le monde pour que on puisse dire à ces personnes-là qu'elles ont un intérêt objectif à se saisir du sujet plutôt que de perdre des voix, parce que concrètement, c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'ils perdent des voix. Et évidemment, moi, mon intérêt objectif là-dedans, c'est de pas passer les 20 prochaines années à me justifier de pas être raciste. Ouais. Non, mais bien sûr, mais tu as totalement raison parce que et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est tout à ton honneur de t'engager dans ce combat-là parce que toutes les personnes qui t'écoutent, hein, toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, hein, qui sont bitcoiners, ils ont tout intérêt, en effet, à ce qu'il y ait des personnes comme toi qui se mettent sur la place publique, hein, et qui essayent. Alors, est-ce que tu vas y arriver ou pas? Alors ça, c'est une autre question, mais au moins qui essayent justement d'enlever, en fait, ce délit de sale gueule sur Bitcoin parce qu'en effet, quand tu pousses la logique un peu plus loin, il y a une conclusion qui peut même être assez dangereuse, hein, sur ça. C'est qu'en effet, on peut avoir Bitcoin qui est enfermé dans un sujet qui est vraiment uniquement d'extrême droite. Donc, si jamais tu t'intéresses à Bitcoin, tu es forcément un raciste, alors, je sais plus quel est le terme, un technofasciste, voilà. Ça, c'est le nouveau terme à la mode. Tu es un technofasciste, un raciste, voilà, t'es pro-Trump, enfin, tout et n'importe quoi. Et là où ça devient dangereux, c'est que, et là, t'en parlais tout à l'heure, et moi j'ai envie d'en reparler un peu, c'est qu'on est dans une société où les gens se polarisent, hein, politiquement. C'est-à-dire que si tu es associé de près ou de loin à ce sujet-là, tu deviens infréquentable. Et c'est extrêmement dangereux parce que si dans la France qui vient, dans le monde qui vient, on sait que tu es un bitcoiner, tu es une personne qui parle publiquement sur ces sujets-là, on sait que tu as des bitcoins, bah, du coup on va te caler cette étiquette-là. On va dire aussi que tu es un égoïste, que tu ne participes pas à l'effort national et tout. Alors, je dis pas que ça va dériver jusqu'à un contrôle total des capitaux et des individus, tu vois. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu mets une étiquette sur les gens, tu mets une cible, hein, sur la tête des gens et c'est extrêmement problématique. Donc déjà, je pense que... donc déjà, j'ai envie de dire merci à toi pour ce que tu fais. Parce que... Mais même toi, je vais même te dire, parce que là, juste avant qu'on commence l'épisode, sur le Café Viennois, donc qui a un groupe sur Signal, je disais, oui, bah, je vais faire un épisode avec Alex. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et du coup, GG du Boomka me disait, bah, tiens, bah, t'as qu'à lui poser la question de la décarbonation. Donc, je te l'ai posé. Parce que du coup, il s'intéressait enfin, pourquoi vendre Bitcoin via cet angle-là. Du coup, tu y as répondu, hein, on parle d'abord du problème en proposant ensuite la solution. Et du coup, il disait, bah, en tout cas, respect quand même pour l'engagement politique que tu fais parce que on verra. Alors, le point de vue, c'est qu'on est assez sceptique sur la réussite de ça, mais au moins, il y a, il y a le mérite au moins de faire. Au moins, tu vois, je me dis, c'est qu'on aurait essayé, et puis bah, si ça marche, tant mieux, si ça marche, tant pis, mais au moins, on pourra pas dire qu'on n'a rien fait. Donc, je te transmets le message comme Ah, d'autant ça. que moi, je m'inscris dans quelque chose dans lequel probablement que Aurore aussi se reconnaîtra, mais euh, moi, j'ai un attachement à la France, à son histoire, Hmm. etc. En fait, j'ai pas envie de partir, quoi. Mais C'est-à-dire tout le monde, hein, mais j'ai envie de dire, même ceux qui partent n'ont pas envie de partir, toi. oui, mais justement, donc en fait, j'en arrive à là, c'est-à-dire que c'est quand même éminemment triste, énervant, frustrant, tout ce que tu veux, de se dire que c'est un pays, c'est une histoire, c'est une culture que t'aimes, que t'as pas envie de quitter. Enfin, il y a tes amis, il y a ta famille, il y a machin. Mais on a tous, j'allais dire, pour, heu, pour revenir, je fais un tout petit détour en revenant à ce que je disais à Annecy justement au Mhm. Bionly, mais donc quand je faisais cette distinction possession, propriété, blablabla, mon injonction que je faisais aux bitcoiners de façon un peu taquine, c'est de dire, en gros: «Faites des concessions, ne faites pas sécession». Parce que je disais, bah, soit en version caricaturale, vous allez être l'anarcho-cap, enfin l'anarcap, vous Mhm. allez, être dans une montagne en mode: «Bah, c'est chez moi, je fais sécession, cassez-vous». Mais le jour où tous les libéraux font sécession, par définition, il ne reste dans la société que des amoureux du contrôle et tous ces amoureux du contrôle, vous êtes bien naïfs si vous croyez qu'ils vont pas arriver chez vous avec une AK-47 un jour. Et là, vous aurez beau dire: «Non, c'est chez moi, le droit naturel, nin, en fait, tu auras une balle dans la gueule. Donc le droit naturel, on s'en branle. Donc ça, c'était le côté,
faites des concessions pour ne pas qu'on en arrive à là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que les libéraux, j'allais dire, se positionnent côté libéralisme classique où on tolère que l'État Ouais. existe parce qu'il a des fonctions régaliennes et que c'est important, nanana, et on s'inscrit dans une histoire qui n'est pas neutre, hein. La France n'est pas une page blanche, on part de quelque part, d'un terreau culturel et civilisationnel. OK, bah, on fait des concessions, mais on veut quand même tirer la couette un peu, genre, ouais, mais en fait, là, on est quand même allé très loin dans le contrôle, est-ce qu'on peut revenir un peu? Il vaut mieux Ouais. tenir cette position-là et faire évoluer la société pour continuer de vivre dans un pays qu'on aime, avec des gens qu'on aime, et cetera, plutôt que d'être maximaliste, de jamais gagner entre guillemets parce qu'on sera 3, mais au moins on aura fait sécession. Ouais, mais en fait ça marche pas parce que vous serez rattrapés un jour ou l'autre. Et ça en fait, bah, je maintiens cette injonction. Cependant, j'y ajoute quand même un bémol, c'est que de façon parfaitement compréhensible, on a tous, une limite. C'est-à-dire que, je pense que, par exemple, ça va résonner particulièrement avec l'actualité malheureuse de cette année. À partir du moment où on commence à se sentir en danger physique, bah, en fait, la partie concession, des fois, je veux bien entendre que tu dises, «OK, j'adore la France, mais en fait, si je peux perdre un doigt en allant dans la rue, je vais peut-être aller ailleurs». Et donc, j'entends parfaitement les gens qui disent: «Bah, voilà, moi, j'ai fait mes concessions, j'ai toléré ce que je pouvais tolérer, je me sens plus en sécurité, c'est mort. Je vais pas continuer mes combats intellectuels pour la pureté du truc, pour faire avancer la France dans la direction que j'ambitionne d'être la bonne, tout en prenant des risques pour ma vie ou pour ma famille ou pour, whatever». Donc, ça, c'est des choses que je peux largement, comprendre, mais d'une certaine façon, moi, dans ma tête, c'est en fait, j'aimerais bien qu'on n'en arrive pas à là. Donc, je fais ce que je peux. Mais effectivement, si jamais, l'ambiance politique, n'évolue pas, qu'on continue de dire, parce que je rappelle que depuis l'an dernier, nous avons eu un débat sur l'impôt sur la fortune improductive, donc, sous-entendu, vous êtes des improductifs, sous-entendu, vous êtes des parasites. Enfin franchement, le champ lexical est pas terrible. Ensuite, on arrive sur, ouais, mais si les gens veulent se barrer, on leur prendra tout au départ. Enfin, on s'approche d'un effet de seuil là, en fait. Bien sûr. C'est le mur de Berlin. C'est quoi votre programme politique, les amis? Enfin, donc là, c'est la Mmh. question, elle va se poser à titre individuel pour tout le monde. C'est jusqu'où se battre? Et à quel moment dire: «Non, voilà, en fait, pour faire un bon gros point Godwin, c'est, voilà, vous êtes juif en Allemagne, est-ce que vous partez dans les années 30 ou est-ce que vous battez, quoi?» Alors, si vous battez et que vous êtes pas parti, vous êtes dans la merde. Mmh. Non, mais totalement, ouais, bah, je pense que tu as tout dit, hein, là-dessus. De toute façon, c'est la si on veut de toute façon, c'est comme, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, si on veut un retour d'une sorte de liberté collective et d'un respect des droits de propriété des individus, en fait, il faut qu'on revienne à une défense de la liberté individuelle, en fait. Parce que tout à l'heure, quand tu disais qu'il fallait, voilà, qu'il fallait défendre la liberté collective. En fait, la liberté, ce n'est que toujours une réalité qui s'exerce individuellement et il faut qu'on revienne, en fait, comme tu dis, en fait, on a été tellement loin un peu dans le divers collectiviste, hein, et à un moment donné, il faudrait limite qu'on mette un stop, hein, et comme tu dis, la France, c'est pas un pays qui a une histoire, enfin, où l'histoire, où le livre d'histoire, c'est une page blanche, hein. On a un passé libéral qui est extrêmement dense, on a plein de penseurs qui ont réfléchi à ça. On est parti très, très loin dans le délire et ça serait bien, en fait, qu'on mette un stop. C'est qu'on prenne tout simplement du recul, qu'on se dise: «Bon là les gars, on peut pas, en âme et conscience mettre, des taxes Zuckman, sur le patrimoine. On peut pas, menacer, les riches qui veulent s'en aller de tout leur prendre à la frontière parce qu'il y a pas que eux qui vont s'en aller». Parce qu'après, le citoyen qui est un peu moins riche que le riche, qu'on veut taxer, bah, lui il va se dire: «Mais en fait, C'est moi le prochain sur la c'est liste, moi hein. le prochain», parce qu'à partir du moment où on te dit: «Oui, on te prend 2 sur 100 000 000, c'est pas grand-chose», bah, j'ai envie de dire, si on te prend 2 sur 1 000 €, c'est pas grand-chose aussi, quoi. Donc toi, c'est toujours une logique d'échelle et il faut en effet qu'on évite d'en arriver là et tu sais, moi, parce que quand tu vas à des événements Bitcoin, quand tu connais des bitcoiners qui sont aujourd'hui expatriés, tu peux en connaître, moi j'en connais aussi quelques-uns, c'est que quand tu leur parles, eux, ce ne sont pas des égoïstes, en fait, c'est pas des personnes qui sont parties avec le smile, quoi. C'est des personnes, en fait, quand ils partent, ça les fait chier de partir parce que c'est très souvent des personnes d'ailleurs qui ont grandi dans une France qui ne ressemble plus tellement à ce que ça ressemble aujourd'hui et ça les fait chier, quoi. Donc ils partent après, c'est le fameux mème, hein: «Qu'est-ce qui te manque en France?» Bah, c'est le fromage, mais bon, tu vois, il y a le fromage, il y a Moi, la famille. j'aurais pas ce problème parce que j'aime pas le fromage, mais Ah bah, voilà, tu vois? Donc ouais, toi, tu mais bon, es prêt, quoi. c'est la baguette de pain qui va me manquer. C'est con, hein, mais Ouais et je sais que j'en parlais sur, un des derniers podcasts avec Science, justement, on parlait un peu de cette problématique-là. C'est que quand tu es dans un pays, tu as évoqué ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'en parle.
quand tu es dans un pays où tu vas avoir une partie de la population qui va partir, parce que c'est la population la plus riche, c'est la population la plus productive, c'est la population sur laquelle on va mettre une cible, parce que ce sont les égoïstes, ce sont eux qui possèdent le patrimoine et ils n'ont pas mérité tout ça. En fait, quand tu vas perdre ces personnes-là, tu vas perdre leur capital à eux immédiat, mais tu vas aussi perdre leur dynamisme, leur productivité et leur capacité à créer un capital futur qui vont eux-mêmes transmettre à d'autres générations, et cetera. Donc au final, tu vois, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que, et ça dépasse, hein, les bitcoiners, hein, c'est que ça va avoir un effet néfaste sur absolument tout le monde parce que ceux qu'on pointe du doigt et qu'on invite à partir, on se rend pas compte qu'au final, c'était eux qui ce sont en fait les forces vives qui peuvent nous sortir de ce marasme-là. Alors moi, là aussi où je suis assez optimiste, c'est que je me dis: «Bon, la France, c'est un pays qui a une longue histoire», ça tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est un pays qui a touché, 2-3 fois le fond et qui, à chaque fois, a un peu rebondi. Donc j'ai envie de dire, ça, c'est un peu le côté optimiste, hein. On peut rebondir et si jamais on rebondit, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a une masse de Français expatriés aujourd'hui. D'ailleurs, tu as plus de ça, j'ai vu cette stat il y a quelques jours, il y a plus de fondateurs de licornes. Ça, les licornes, c'est les entreprises qu'on valorise à 1 milliard de dollars. Tu en as plus aux États-Unis que tu en as en France. Donc toi, si jamais un jour tu te dis: «Tiens, on va essayer de remettre un bon climat, serein en France où les libertés sont respectées, où on arrête un peu de la polarisation politique, de pointer du doigt l'un l'autre», est-ce que, pourquoi pas, même ces individus qui ont quitté le pays pourraient y revenir justement? Parce qu'au final, au fond, ils l'aiment et pourquoi pas pouvoir contribuer à la reconstruction, tu vois? En quelque sorte. C'est l'annonce de l'engagement politique de Ulrich. Non, 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 ça la je sais pas moi, toi, politiquement, toi, tout à l'heure, je t'ai dit que je suis allé à un meeting de David Lisnard par pure curiosité. Je me dis que c'est bien d'avoir des hommes politiques comme ça qui parlent de ces thématiques-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, mis sur la table et moi, une qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'était Sarah Knafo quand même, parce que tout à l'heure, tu as dit en effet qu'elle avait fait un discours au Parlement, européen qui était, alors moi, j'étais vraiment sur le cul quand je l'ai entendu, parce qu'au final, j'ai bien l'impression qu'elle comprend très bien Bitcoin. À mon avis, elle en possède, ça c'est sûr. Et ce sont des voix qui commencent à émerger et on espère que ça soit pas que dans ce spectre politique-là, quoi. Ouais, exactement. Mais oui et non, alors en tout cas sur le sujet spécifique de Bitcoin, Sarah Knafo, elle fait partie de celles qui ont articulé un discours, le plus crédible en tout cas, qui témoigne que c'est pas juste, parce que par exemple, j'ai vu d'autres gens, dont je ne dirai pas le nom, mais de gauche en l'occurrence, bon, enfin bon bref, Bah, hem, vas-y, balance les noms, non, non, non? mais en Bon. revanche, les réunions, sont délirantes. C'est-à-dire qu'il y a pas d mais en fait, même dans la démarche, en fait. C'est-à-dire que la démarche, c'était, la personne arrive et on est là pour parler de Bitcoin et en fait, c'est elle qui prend la parole en premier, la personne en question et qui dit, «Voilà, moi, je suis là pour parler de blockchain. Je pense que Bitcoin, c'est pas intéressant, donc je suis à l'écoute de vos propositions pour, tu sais, la blockchain pour la politique». Et tu genre, bon, on est en 2025, donc non, déjà et secondement, en fait, bah, c'est nous les experts, donc si tu sais déjà ce que tu veux, pourquoi tu nous Bah, tu sais, au pire, tu lui vends un shitcoin et tu te casses, quoi. non, mais enfin, dans la démarche pour, par effet j'allais dire de contraposer, c'est en tout cas sur Bitcoin, c'est pas la démarche qu'a eu Sarah Knafo. Et donc, le discours qui en est ressorti, je crois que c'était en janvier ou en décembre, de l'an dernier, était articulé. Donc effectivement, il y avait un côté: «Oh là, putain, un discours, qui est pas juste, tu vois, Bitcoin to the moon non plus», parce qu'on voudrait pas non plus que les politiciens arrivent en faisant: «Ah putain, Trump a gagné des voix, je vais dire Bitcoin to the moon et je vais gagner des voix». Non, c'était plus articulé que ça. Ouais. Il y avait une réflexion derrière, et après, bah, du coup, c'est à la fois, comme je le disais, c'est vraiment, c'est à la fois le truc qui nous permet d'avoir un espoir que ça y est, ça rentre en politique, on va arrêter d'avoir cette chape de plomb, sur «C'est infréquentable». Mais en même temps, au moment où elle prend la parole, on sait aussi que la course contre la montre vient de commencer pour ne pas être assimilé à l'extrême droite pour la prochaine, enfin pendant un an. Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais Donc totalement. c'est positif et négatif, dans le même temps. Ouais. De toute façon, le seul truc, sur Sarah Knafo, c'est bon, on sent la personne très intelligente. Elle a rencontré Michael Saylor, elle a rencontré, je sais aussi à Prague, bah, Bull Bitcoin, hein, Francis Pouliot, Théo, et cetera. Donc tu vois, elle a rencontré des grands acteurs du, de Bitcoin qui sont pas forcément les plus modérés, tu vois? Donc tu vois, C'est moins compliqué, ouais. donc toi non, mais toi, c'est intéressant parce que tu dis que quand tu as une femme politique qui justement va s'intéresser à ce sujet-là et quand tu vois à qui elle va parler, tu te dis en fait, vu les personnes avec qui elle échange,
c'est une personne qui connaît forcément le sujet, quoi, et qui est peut-être même d'ailleurs plutôt très, très convaincu du sujet. Et là, forcément, de toute façon, le gros problème. Alors, je sais pas si Sarah Knafo écoutera ce podcast, hein, mais ton plus gros problème, Sarah, c'est Eric, hein. Donc voilà, il faut faire une scission, je sais pas, et je pense qu'il a peut-être recréé quelque chose de nouveau parce que ça serait bien qu'il y ait une femme politique comme ça qui s'intéresse à Bitcoin et mais qui soit pas affiliée à des boulets comme ça qui donnent justement une mauvaise gueule, tu vois, au discours. Donc ça, c'est un peu la Et petite souvent, parenthèse. c'est ce que parce que évidemment, j'ai été confronté à ça, mais là, pour le coup, ça fait un certain temps, puisque comme tu l'as dit, donc, entre Knafo, le RN, Ciotti, machin, même parmi mes amis, c'est-à-dire que la pression sociale a largement augmenté depuis, en gros 1 an. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, tu as vu Ciotti, Alexandre, tu vois, c'est pas le Alexandre que je connais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et donc en fait, tu es obligé de me justifier du genre, tu sais, c'est pas parce que je rencontre une personne que je partage toutes ses Mmh. opinions, donc enfin, peut-être tu rentres dans des débats un peu lunaires, notamment quand c'est des amis, parce que tu dis: «Tiens Michel, tu me connais depuis 15 ans, enfin, tu sais bien que je pense pas l'intégralité de ce que cette personne pense». Pour Sarah Knafo, effectivement, c'est à peu près la même chose c'est que quand je disais de façon, j'allais très neutre, tu vois, par exemple, quand j'ai fait un post sur son discours, je me suis pas exprimé sur, bah, voilà, je pense que Sarah Knafo X ou Sarah Knafo Y. J'ai dit: «Sarah Knafo a dit ça, le contenu du discours est étonnamment bon et c'est Mmh. intéressant». Totalement. La moitié des réactions que j'ai eues, c'est, «Mais tu es devenu fasciste?» Et là, genre, «Pardon, est-ce qu'on peut juste, enfin, tu vois, reparler du fond, arrêtez vos étiquettes à la con». Et en fait, effectivement, donc j'en parle pas non plus tous les 4 matins, mais il y avait beaucoup de gens où quand je disais, bah, Sarah Knafo a dit ça aussi, parce que, bah, il se trouve que c'est elle qui en a parlé. Hem, Souvent les gens disaient, enfin, en fait, n'étaient pas capables de sortir, plusieurs choses, pour lesquelles, pour eux, Sarah Knafo était problématique. Mmh. Et genre, j'allais dire un disclaimer, je ne connais pas les opinions de Sarah Knafo sur un certain nombre de sujets. Donc, ça se trouve, elle a dit plein de trucs avec lesquels je suis en antagonisme total. Voilà, j'ai pas de «digue» entre guillemets, j'ai pas fait la due deal sur l'ensemble de ses positions politiques. Mais en revanche, ce que je trouvais marrant, c'est qu'effectivement, tu l'as dit de façon un peu brutale, mais la première chose que les gens lui reprochaient, en fait, c'était les positions d'Éric Zemmour. Mmh. Ouais, bah, ouais, totalement, ouais. Totalement, et puis après c'est sur CNAFO, sur tous ces hommes politiques, en fait, j'ai envie de dire, on verra un peu comment ils vont évoluer aussi sur tous ces sujets. Ça sera très intéressant, je pense, de suivre ça dans les mois qui viennent, hein, même dans les années qui viennent, hein, 2027, hein. C'est mine de rien dans 1 an et demi, hein. Oui, c'est ça, dans 1 an et demi. Donc il peut se passer beaucoup de choses, dans ce laps de temps, et tu peux avoir des rapprochements entre partis politiques, entre personnalités politiques, hein, et Solution. ouais, non, mais c'est enfin, Une oui, démission. oui, ou Il une peut y avoir démi plein de trucs. ouais, une démission. Alors j'y pense, enfin, est-ce qu'il y aura une démission d'ici là? Je pense Oh, franchement, pas, je non, c'est pense ça 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 change serait tous ouais. les 2 semaines, donc mais en revanche, typiquement, enfin, pour reboucler le truc d'avant, si supposons qu'il y ait dissolution demain, moi, je pense que je ne refais pas de campagne. En tout cas, à court terme, après, on ne sait pas dans le futur, mais supposons qu'il y ait une dissolution demain, les conditions ne sont pas réunies pour faire une campagne dans une bonne, configuration. C'est ce serait 3 semaines sans compte bancaire avec personne Ouais, pour écouter. Ça sert à rien, franchement, j'ai autre chose à faire de ma vie que de me faire insulter sur un marché. tout à fait, Et en revanche, si jamais, enfin, si on parle de long terme, bah, ça va dépendre, tu vois? Je continue mes actions de lobbying, d'influence, de think tank pour, essayer de diffuser des idées, en l'occurrence libérales, auprès du personnel politique. Donc j'espère que certains autres politiques, vont s'approprier le sujet et ça, je continue mes actions, j'ai pas besoin d'être candidat pour le faire. Mais si jamais, tu vois, typiquement dans 2 ans, dans 5, je sais pas, enfin bref, on s'en fout, on a une autre action à mener que, je sais pas, bah, il y a des législatives, mais en fait, il y a une cinquantaine de bitcoiners qui sont prêts à y aller et cetera. Encore une fois, l'ambition, c'est le message. C'est que le message est puissant si tu es capable de dire, bah, je sais pas, voilà, il y a les législatives et en fait, il y a un parti, que personne ne connaît, n'a calculé et ne sait d'où il vient. En fait, il est capable de présenter des gens dans 100 circonscriptions. Putain, waouh, ça veut dire quelque chose, tu vois? Donc mmh. il peut y avoir des conditions qui se réunissent pour lesquelles ce serait intéressant de refaire l'exercice, mais ce sera pas, enfin là, en tout cas pour ceux, parce que j'ai eu la question plusieurs fois: «S'il y a dissolution, tu y retournes?» Non, a priori non. Mmh. Non, mais c'est intéressant tout ce que tu dis, et là, je repensais justement à ce que pouvait dire Hayek, sur tout l'engagement politique, sur un peu l'état aussi actuel de la politique en France, quand on parlait de la polarisation. Lui, il disait que la chose la plus importante, c'est toujours l'éducation. Il faut éduquer, il faut, mettre les sujets sur la table, il faut,
il faut essayer justement de prendre de la hauteur, parce que quand on est dans un climat comme celui qu'on connaît aujourd'hui, hein, il disait que ce sont en fait des esprits mal formés qui ont des émotions facilement, qu'on peut facilement exalter, et ça forme en fait un peu le tout et n'importe quoi qu'on a dans tous les partis politiques actuels, hein. Tout ce que lui Ah, dénonçait d'ailleurs beaucoup dans moi, le je trouve collectivisme, hein. que l'actualité nous renvoie à un autre chapitre d'Hayek, qui est plutôt pourquoi ce sont les plus mauvais qui s'en rendent pas. Ah C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. la Ouais. structure des incentives aujourd'hui, elle est éclatée au sol. Donc forcément, ça attire non pas les gens qui sont les plus brillants ou motivés, mais les gens qui sont en capacité d'être fidèles à une personne, qui sont en capacité de. Il y a toujours cette définition, hein, chez Hayek de l'État pour la doctrine socialiste, bah, c'est le moteur du bien commun. Donc à partir du moment où on pense que l'État c'est le bien, en fait la fin justifie les moyens, et donc on trie le personnel politique en fonction des gens qui sont le plus prêts à n'importe quoi, parce que la fin justifie les moyens. Donc ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à Mmh. être dégueulasses, à pas jouer selon les règles, j'allais dire morales de base, parce que pour eux, c'est moral. Pourquoi? Parce que c'est la fin. La fin, c'est que l'État, c'est le bien, et donc du coup, si je veux faire le bien, bah, c'est pas grave si je fais nimp avant, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'en ce moment, on voit surtout l'illustration de ce chapitre. Alors le problème, c'est que ce chapitre, il est quand même déjà assez avancé dans le livre, et que la suite, elle est pas drôle. Ouais, je crois que c'est chapitre 21 de Mémoire de la route de la servitude, un chapitre qui était d'ailleurs le préféré de Friedman, hein, Milton Friedman. Pour ceux qui connaissent pas, bah, tu l'as bien résumé, hein, d'ailleurs, bonne référence, parce qu'il est essentiel pour comprendre un peu les incitatifs qu'on a aujourd'hui dans les partis politiques. En effet, la loyauté prime sur la compétence, hein, et en effet, ou dans l'éthique, hein, dans l'éthique collectiviste, hein, la fin justifie toujours les moyens, qui est totalement le contraire de l'éthique individualiste et libérale, où justement la fin ne justifiera jamais les moyens. Et ça, Hayek en parle magnifiquement bien dans ce chapitre, hein. Donc c'est dans La route de la servitude, hein. J'invite tout le monde à le lire. Je crois qu'il fait une vingtaine de pages au total, mais c'est essentiel pour comprendre un peu, bah, en fait, aussi le terreau sur Mmh. lequel ces mouvements vont vivre en fait et grandir, quoi. C'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un manque d'éducation avec des émotions, donc la bassesse des émotions humaines qui sont facilement exaltées, et tu as des mecs en fait qui vont jouer sur ça, sur ces 2 trucs-là pour justement, arriver au pouvoir, quoi. Donc c'est pourquoi les pires d'entre nous arrivent au pouvoir, et en anglais c'est Why the worst of us get on top. Oui, Donc The Worst. c'est OK. ouais, c'est ça, ouais, donc c'est essentiel, ouais. Le Génial. le le livre en entier fait partie des classiques à lire, hein, parce que c'est, moi, je sais que quand je l'ai lu, il y avait cette sensation très dérangeante à chaque chapitre qui passe, moralement, j'ai envie d'être en désaccord avec l'auteur, parce que je suis en mode: «Non, c'est pas possible», et en fait, tu n'arrives pas à être en désaccord parce que c'est tellement mécanique. La route qu'il décrit justement, c'est en fait, j'ai fait la borne 1, la borne 2, la borne 3, et les trucs se suivent Ouais. logiquement. Mmh. C'est-à-dire tu essayes dans ta tête de dire: «Non, c'est pas vrai parce qu'il y a une autre route», puis tu la trouves pas, et donc tu fais: «Bon, OK, d'accord, OK, je valide ce chapitre, mais attention, hein, à la suite». Puis tu fais le chapitre d'après et tu fais: «Non, non, non, là c'est bon, si d'accord, OK, celui-là, OK, je vois où tu Mmh. bon, d'accord, OK», et puis tu fais le suivant, et en fait, il y a ce moment, dans le livre, alors je pense que chacun a son propre moment, mais où en fait tu finis par, tu sais, genre lever la tête et te dire, «C'est inexorable», et le pire, c'est que le gars l'écrit en 44, mais j'ai l'impression de lire l'actualité, quoi. Mmh. Bah, c'est Et exactement ça. et après, une fois que tu as fait ça, tu replonges la tête dans le livre, et le livre change de nature parce qu'il devient de la description à, je suis en train de lire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, et là, d'un seul coup, bah, c'est plus drôle parce que tu fais: «Merde, mais en fait, si je suis capable de voir que c'est tellement mécanique, logique, froid, et qu'effectivement ça s'est passé comme ça». Et là, tu zoomes sur ton actualité de ton pays, de ta collectivité, et tu dis: «OK, donc en fait, là, tout ce qu'il vient de raconter, c'est ce qui s'est passé sur les 25-30 dernières années. Donc par conséquent, tout ce que je vais lire, c'est la suite». Et à partir de ce chapitre-là, je crois que tu arrives dans les chapitres qui commencent à délirer total, quoi. C'est les chapitres qui font, bah, vous vous doutez bien que si les pires sont au top, que la fin justifie les moyens et que le bien est défini par une minorité de gens, c'est qu'une question de temps avant que vous soyez dans le camp du mal. Exactement, et Dans le camp du c'est mal, la coercition est parfaitement légitimée parce que vous êtes non pas un individu libre, vous êtes quelqu'un qui est opposé à l'État. Or, l'État, c'est le bien, vous êtes donc le mal. exactement, et Et là, on vous allez «Non, c'est pas vrai! Merde! Ah non, putain!» non, non, mais c'est vrai, tu as totalement raison. Puis après, à partir du moment où l'autre représente le mal, le simple fait de parler au mal,
c'est inacceptable, hein. Il faut pas parler au mal, il faut pas le compromis est même inenvisageable et ça, c'est donc franchement, s'il y en a qui écoutent et qui n'ont pas encore lu ce livre, je vous invite à le lire. Si vous avez la flemme de le lire parce qu'il fait plusieurs centaines de pages, il y a une version abrégée de la servitude, Sur la route de la servitude qui Ah, écoute, existe, une version abrégée d'à peu près, c'est 50 pages, quoi, pour ceux qui ont vraiment la grosse flemme de lire parce que malheureusement, on est aussi, dans un ça monde où existe. les gens lisent de moins en moins mais où ça reprend justement toutes ces idées-là et en effet, la conclusion logique, ultime, inexorable, si on laisse tout ça se passer, si on ne fait rien, s'il y a pas d'engagement, des individus pour stopper le processus, hein, c'est le contrôle des capitaux, c'est le contrôle des individus et c'est les individus qui sont jugés comme étant, néfastes qui, d'une manière ou d'une autre, on rend Sont non éliminés. néfaste. Voilà, exactement. Donc, ça peut être de la prison, ça peut être la spoliation de la propriété privée, ça peut être, la suppression des libertés d'expression et ça peut, en effet, de manière ultime, l'élimination, pure et simple, en fait, du dissident, quoi. Donc ça, c'est quelque chose franchement qui est génial. Hayek, moi, c'est un auteur que j'apprécie énormément, donc je suis content qu'on en parle. On en parle on en parle souvent d'Hayek, de plus en plus d'ailleurs, je pense et c'est un économiste qui a alors il a Hayek, c'est quelqu'un qui est on le connaît beaucoup pour la philosophie politique, donc ce dont on vient de parler mais il était très, très pertinent sur l'angle économique, hein. Donc tout ce qui est signal prix, les cycles, boom-bust autrichiens et cetera, sur lesquels il a bossé avec, Ludwig von Mises. Donc c'est un économiste qui est très complet. Sa vie est hallucinante aussi, donc il a quitté l'Autriche pour aller s'installer en Angleterre. Après, il a été aux États-Unis. Donc lui, il a vécu justement, tout cet exode, la 2 guerre mondiale, donc il sait de quoi il parle. Il savait de quoi il parlait déjà à son époque et ses écrits, nous renseignent beaucoup sur, le monde actuel et sur les dangers qui nous guettent, quoi. Mmh. Et J pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, parce que souvent, en particulier sur la route de la servitude, mais les gens opposent, Keynes et Hayek, puisqu'ils sont opposés quand même sur pas mal de choses, mais la petite anecdote, c'est quand même que Keynes avait dit à Hayek que, La route de la servitude était, un super bouquin et il était d'accord avec, fondamentalement l'intégralité du propos. Parce qu'en fait, il avait beau être en désaccord, radical sur, la doctrine économique, ce qu'il fallait faire et cetera. En fait, le bouquin, c'est à peu près la description que j'en ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que même si vous voulez ne pas être d'accord avec ce que vous lisez, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est tellement logique que, à mon avis, Keynes a eu cette impression-là aussi. Lui, alors pour l'anecdote, Keynes l'a lu sur le bateau qui l'emmenait à la conférence Bretton Woods. Et donc ah, il a envoyé une lettre à Hayek pour dire, «Je viens de lire votre ouvrage et je me trouve», alors j'ai plus la citation exacte, mais «je me trouve, substantiellement en accord avec l'intégralité du propos». Et en fait, parce que je pense que honnêtement, lui aussi partageait, cette crainte de la route vers le totalitarisme, mais que, je pense qu'il avait quand même une fibre un peu plus interventionniste, dans un monde où il disait: «Bah, voilà, on sort de la guerre, il faut quand même faire quelque chose», et cetera. ouais, mais Après, l'appel de Keynes n'a pas gagné à Bretton Woods, hein. Lui, il voulait faire des droits de tirage spéciaux, des trucs comme ça, mais mmh, bref, sa chapelle a ouais. quand même largement gagné de manière générale. Bah oui, malheureusement et comme disait Hayek, hein, c'est qu'à partir du moment où tu commences à légitimer l'interventionnisme, de l'État dans l'économie, en fait, tu enclenches cet engrenage infernal, cette machine infernale qui arrive, en fait, jusqu'au socialisme, au communisme, au fascisme et tout commence, avec l'interventionnisme. C'est pour ça que d'ailleurs Hayek était très virulent contre Keynes, très virulent même contre Milton Friedman, contre, en fait, ces économistes, qui voulaient plus ou moins d'intervention, mais qui ne comprenaient pas qu'à partir du moment où on commence à foutre un pied, où l'État, comme le politique commence à foutre un pied dans l'économie, c'est une route infernale vers plus d'interventionnisme. Parce que du coup, ça va Bah, dérégler les. moi, je garde cette naïveté de penser qu'une des raisons pour lesquelles cette route est infernale, c'est parce qu'on a enlevé le garde-fou budgétaire. C'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement, collectivement dire, que l'État, doit se charger de secteurs qui relèvent de l'indépendance et de la souveraineté nationale, sur lesquels on est prêt à avoir moins d'efficience. Puisque en règle générale, l'État, fait moins bien que le privé des choses, mais on est prêt à payer collectivement, avec plus d'impôts par exemple, une moindre efficience, mais parce que j'ai envie de fabriquer nos armes. Tu vois? Juste si l'armée est équipée de F-35, bah, en fait, c'est quand même relou, s'il faut le demander à l'étranger avant de lever les avions, quoi. Donc Mmh. on est prêt à payer plus cher, voilà. Et je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels, on est prêt à tolérer ce manque d'efficience. On est prêt à ce que l'État intervienne dans l'économie, mais ça, à partir du moment où il y a un garde-fou budgétaire, bah, en fait, le débat, il est sain parce que tout l'argent que je mets pour faire des armements plus chers que si le privé s'en chargeait, c'est de l'argent que je mets pas, dans, autre chose.
Bah, totalement. Et donc forcément ces arbitrages-là, ça responsabilise les citoyens et les députés parce que c'est plus, «Bon, bah, j'ai pas d'argent, j'invente de la monnaie et boum, vous paierez dans 10 ans par l'inflation». C'est vraiment, on paye tout de suite cash, «Ah bah, OK, bah, on retire des infirmiers». «Ah bah, non, je Mmh, voulais pas c'est pour un ça, hein. infirmier, machin». Donc «Ah bah, ouais, mais donc du coup, tu veux peut-être pas plus d'armement». «Bon d'accord, bah, on va devoir faire un compromis». «Ah bah, non, plus d'impôts». «Ah bah, non, je veux pas payer plus d'impôts». «Bon, bah, du coup, il faut faire un choix». Exactement. Aujourd'hui, on a perdu cette notion, enfin, c'est quelque chose que je développe, toujours dans le Léviathan monétaire en disant que justement ça a l'air très «technique» entre guillemets quand on parle de garde-fous budgétaires, machin, c'est chiant, mais en fait, fondamentalement, c'est la fin de la responsabilisation parce qu'on peut toujours s'émanciper des choix à partir du moment où il y a une troisième voie qui est de dire: «On invente de la monnaie». Exactement, ouais. Exactement. Là, c'est en effet, ça vient rompre également le lien démocratique, hein, de toute façon Mmh. entre les gouvernants et les gouvernés, hein, parce qu'à partir du moment où tu n'es plus, responsable de l'argent que tes citoyens te donnent Franchement, l'impôt. pour exactement, donc en fait, tu n'as plus cette responsabilité envers eux et même d'ailleurs pour les gouverner, hein, donc nous, à partir du moment où on voit l'État faire tout et n'importe quoi, avec, l'argent qu'il imprime, et bah, en fait, on a aussi cette mauvaise idée et cette, idée fausse que l'État est surpuissant. Parce qu'en fait, l'État peut tout. C'est-à-dire que Mmh. l'État, il peut augmenter le budget de ça, il peut s'investir dans la famille, il peut faire la retraite maintenant, il peut les aides sociales, il peut construire tout ce qu'il veut, quand il veut et cetera. Il a un capital à disposition qui est totalement illimité et les gens, ça leur donne une fausse idée de ce qu'est l'État, de comment le pouvoir s'exerce et ça rompt en fait la réalité, des 2 côtés quoi, gouvernants et aussi chez les gouvernés quoi. Donc ça, c'est en effet couper l'imprimante magique, à créer de l'argent, c'est essentiel. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que la monnaie fiat, hein, ne crée pas de richesse, hein. Imprimer de l'argent ne va pas créer du capital supplémentaire ou des ressources supplémentaires. La monnaie fiat, elle ne fait que déplacer le capital de personne à personne et ce qu'on va vous voler, ce qu'on va vous prendre, c'est au final une utilisation du capital que vous ne pourrez pas faire et donc ce sont plein d'opportunités perdues, plein d'opportunités visibles qu'on ne verra jamais, hein. C'est du Frédéric Bastiat dans le texte, hein et ça malheureusement, on va pas en parler là parce que ça on en parle pendant longtemps, mais on perd beaucoup de choses qu'on ne verra jamais, quoi. Juste une dernière chose, moi, Alex, avant de qu'on termine l'épisode, parce qu'on s'est dit, avant de commencer l'enregistrement, on s'est dit que ça serait un sujet qui serait sympa d'aborder, donc on va l'aborder à la fin. C'est en fait toi, tout simplement, tes projets. Tu as quitté Paynium comme tu l'as dit pendant l'épisode. Là, tu es chez Beatstack. Parle-nous un peu de ça, parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de tes projets, parce que c'est Bah, intéressant. moi, donc effectivement, j'ai rejoint, Beatstack alors que en fait, j'ai rejoint parce que je suis déjà business angel de Beatstack depuis le début, donc 2022. Beatstack, c'est une application d'épargne en bitcoin, donc c'est, bitcoin only et c'est vraiment destiné aux néophytes, avec des mécaniques ludiques, qui, ont pour cible d'aller chercher des gens qui ont envie d'épargner, mais en fait, l'interface d'une plateforme d'échange, mettre des ordres d'achat, des machins, c'est pas trop leur truc et donc la partie ludique, ce qu'a «craqué» entre guillemets Bitstack, c'est qu'on a une mécanique de l'arrondi. Donc en gros, on connecte sa carte bancaire, à Bitstack et ce que va faire Bitstack, c'est qu'à chaque dépense, ça va arrondir à l'euro supérieur et épargner cet argent en bitcoin. Et donc en fait, ça veut dire que c'est un DCA indolore. C'est vraiment on épargne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais des tout petits montants. Donc c'est hyper lissé. Et ça fait que sans s'en rendre compte, parce qu'on parle de, bah, je sais pas, je paye mon café 1,10 € et puis 1,50 € et puis en fait, il va me coûter 2 €. Bon, bah, OK, c'est 50 centimes, quoi. Ça va, ils disent: «OK, on peut vivre sans 50 centimes». Mais en fait, c'est pas 100, c'est juste que ces 50 centimes sont devenus des bitcoins qui viennent incrémenter une épargne qu'on va se constituer au fur et à mesure et donc en règle générale, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on regarde et puis en fait, ces 50 centimes, ils sont devenus 1, 2, 3, 4, 5 €. Et donc forcément, c'est plutôt pas mal. Donc, Bitstack, c'est une application qui a vraiment pas mal de succès, en France. Enfin, il y a plus de 200 000 personnes aujourd'hui qui ont déjà épargné sur Bitstack. Un peu plus de 200 millions d'euros au total en l'espace de 3 ans et bah, ça grandit toujours. Donc là, Bitstack vient d'avoir, sa licence MiCA aussi pour pouvoir, opérer en Europe, de façon réglementée. Et donc, bah, là, on se tourne vers, des prochains mois dans lesquels on espère qu'on va pouvoir, croître, et moi je vais m'occuper en particulier à la fois de donner, des retours, des avis, des conseils sur la stratégie de l'entreprise, sur ses développements, futurs, et puis aussi sur la partie communication et relations presse parce que, en fait,
aujourd'hui, il y a une forme d'écart entre, factuellement et dans les chiffres, ce que Bitstack a accompli, et qui est en fait, assez majeur. C'est-à-dire que c'est dans les premières apps, Bitcoin, crypto en France et sa présence médiatique qui n'est pas à la hauteur, où, en fait, pour l'instant, il y a plein d'applis qui sont bien plus, comme on dit en marketing, top of mind, c'est-à-dire qui viennent, en tête plus vite que Bitstack. Et donc moi, mon objectif, c'est chez Bitstack de résoudre ce fossé, donc de mettre dans la place publique Bitstack à l'endroit où ça devrait être, entre guillemets. Et puis aussi de prendre vraiment une partie plus éducation, création de contenu, communication, relations Mmh. presse, voilà, et cetera. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit: «Je rejoins», mais j'ai en fait re-rejoint. Ouais. Donc là, ça faisait déjà longtemps que j'étais dans le projet, auquel j'ai adhéré, très vite en fait, à la fois pour l'équipe, les fondateurs qui sont très bien, donc Kabir Sethi, Alexandre Roubaud, qui sont vraiment, super smart, très, organisés, ça délivre quoi, ça tourne, c'est très cool de travailler avec eux. Et donc évidemment, ils ont délivré pas vraiment beaucoup, en l'espace de quelques années. Et puis la mécanique, elle est évidemment, très attachante pour les néophytes. Donc en fait, c'est une façon, de convertir vos amis d'une certaine façon parce que souvent, les proches, ça va être très, bitcoin, machin. «Ouais, mais j'ai pas envie de mettre le doigt dedans», tu vas me demander de faire un virement de 500 balles sur une plateforme. C'est trop engageant en fait de mettre 500 balles sur une plateforme. À l'inverse, dire: «Bon, en fait, tu connectes ta carte bancaire et ça va venir te prendre des centimes». Bah, là, c'est beaucoup moins engageant et puis, en fait, le processus mental, c'est: «OK, d'accord, je mets le doigt de pied dedans, quelques centimes». Mmh. Puis, en fait, je rallume l'app 2 semaines après, puis, en fait, les quelques centimes, ils ont pris 20. Ah OK, je vais peut-être mettre un récurrent et cetera et puis, en fait, comme ça, on onboard des gens sur Bitcoin. Évidemment, l'étape d'après, c'est, OK, maintenant j'ai acheté ça, mais en fait, ça m'intéresse d'en savoir plus sur Bitcoin. C'est quoi? D'où ça sort? Pourquoi ça existe? Et cetera. Et donc moi, je vais vraiment beaucoup travailler là-dessus pour, vraiment, qu'on prenne une autre dimension, en tout cas qu'on évolue, de plus en plus vers cette dimension éducative. Donc Mmh. voilà, c'est pas tout qu'il y ait 200 000 ou 300 000 Français, qui aient du Bitcoin sur Bitstack, mais ce serait bien que ces personnes-là, elles puissent aussi avoir un canal pour, comprendre ce qu'elles ont vraiment dans les mains, ce que ça signifie, pourquoi ça existe, et cetera. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Là, je vais juste rebondir sur tout ce que tu viens de dire parce que Beestack, moi, je l'ai utilisé cette appli et ça fonctionne très très bien. Comme tu dis, c'est une appli qui est super pour onboarder les gens Mmh. parce que tu achètes en fait du BTC directement avec ta carte bancaire ou directement par virement. Donc c'est vrai que quand une personne va s'intéresser à Bitcoin, elle peut être tentée de passer par un échange traditionnel, hein, je sais pas, Binance, Kraken, etc. Mais toi, l'avantage de Beestack comme proposition de valeur, c'est que ça va permettre en fait aux gens de tout simplement créer leur compte, hein, et bah, voilà, de faire des achats récurrents ou non, de faire des arrondis au supérieur sur les achats, de consommation. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, je sais que ma copine, quand je l'ai onboardée sur Bitcoin grâce à Bitstack, parce que je lui ai dit: «Tiens, installe ça, pose pas de questions, machin». En fait, c'est vraiment ça, Mais c'est que, il y a un côté où c'est peut-être contre-intuitif, mais Bitstack, on sait que ça marche parce que les gens n'ouvrent pas l'appli. C'est ouais, qu'en c'est fait, ça, bah, justement, c'est ça ça. permet la proposition de valeur, c'est de se décharger mentalement. Il y a plein de gens qui ont l'impression que quand tu rentres dans les cryptos ou dans Bitcoin en particulier, en fait, va falloir, tu sais, être debout à 2 heures du matin pour checker les graphes et tout machin. Non, pas du tout, juste en fait, tu es là pour le long terme. Toi, ton horizon, c'est 5 ans. Donc en fait, la volatilité entre les 2, tu t'en fous et juste débranche ton cerveau. Il y a une appli qui, va appliquer de façon automatique ce que toi, tu as décidé être ta discipline budgétaire. C'est-à-dire, j'ai décidé de mettre 10 € par mois, 50 € par mois, 100 € par mois, 200 € par mois et en fait, tu éteins ton cerveau et c'est fait et genre ça va le faire pour toi et tu te réveilles 1 an après, 6 mois après, tu ouvres ton appli, tu fais: «Je suis tellement content d'avoir épargné». Heu, d'avoir, tu sais, de m'être interdit de peut-être prendre, finalement d'avoir refusé une bière, dans le bois, OK, machin. Peut-être que sur le moment, tu es un peu en mode: «Ouah, flemme et tout», mais en fait, 6 mois après, tu regardes, tu fais: «En fait, j'ai de l'argent pour faire un projet de vie». Mais où tu vois, ça change complètement. Il y a, dans Bitcoin, tu le sais très bien, il y a ce côté, le rapport au temps long, la préférence temporelle. Et je pense que c'est une façon justement de de faire émerger ce genre de réflexion, c'est chez les gens où, tu vois, c'est indolore, il se passe Mmh. rien, j'ai fait un paiement, il y a même pas eu de demande de quoi machin. Mais en revanche, je m'aperçois 6 mois plus tard que un paiement, plus un paiement, plus un paiement, plus un paiement, ça fait que j'ai 500 balles ou 1000 balles. Ouais. Ah putain, mais c'est trop bien 500 balles, je peux faire des trucs avec. Mmh. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un hook, qui est vraiment très bon et que les Ouais. gens adorent. Ouais, c'est vrai que Beestack, ouais, ça marche bien.
Une chose aussi supplémentaire sur Beestack, parce que forcément quand on est bitcoiner, c'est très important pour nous, c'est la self custody. Sachez que quand vous achetez sur Beestack, ça ne reste pas que sur l'appli, hein. Vous pouvez faire des retraits de vos bitcoins sur un wallet, hein, donc ça, c'est important de le rappeler. Soyez souverain, donc ça, c'est quelque chose que Beestack vous propose, donc tant mieux. Et Bon, nous payons les frais de TX. OK, c'est forcément des retraits on-chain, hein, c'est pas Lightning, Oui, tout ça? on n'a pas Lightning. D'accord, OK, très bien. Ça pourrait être pas mal, tiens, d'ailleurs, c'est bien que je te parle, toi, ça Je prends note, voilà. je prends note. Pour prendre note, hein. Et Beestack, moi, tu disais que, par exemple, que Beestack n'est pas forcément super connu. Moi, je sais qu'il y a quand même eu, Ah, l'épisode dans chez, les médias, parce qu'en fait, en réalité, parmi les gens, sur, même dans la rue, sur TikTok et cetera, Beestack est très connu. oui, Mais, chez les médias, non. ouais, parce que, par exemple, tu as eu l'épisode, le, 1er podcast de France avec Guillaume Pley. Oui, Legend. Ouais, voilà. Ouais, donc il y a eu bah, du coup, je sais plus, qui chez Beestack y est passé, toi, mais Alexandre, c'est le CEO. ouais, et alors, ouais, donc le CEO y est passé, et je pense que ça a dû donner un bon coup de projecteur sur la boîte, hein, Ouais, parce que forcément, c'est le podcast le plus suivi, une audience de malade, hein, et forcément un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes, Bitcoin, hein, donc à mon avis, ça a dû être très bénéfique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet Bitcoin dans les médias, et on en parlait tout à l'heure, donc ça vient un peu boucler tout ça, mais Bitcoin, a une mauvaise presse dans les médias traditionnels, les médias mainstream, mais en effet, quand tu commences en fait à t'intéresser aux médias, aux nouveaux médias, aux médias citoyens, YouTube, X, et cetera. On se rend compte que c'est un sujet qui commence quand même à faire son petit bonhomme de chemin, et toi, moi, je suis dans Bitcoin depuis bien moins longtemps que toi, mais moi, déjà, depuis quelques années, je vois la différence. oui, oui, bien Ah, sûr. c'est impressionnant, c'est Mmh. impressionnant, quoi, donc Moi, du coup, là, j'ai aussi, enfin, les gens l'auront peut-être noté, je les invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, mais j'ai lancé aussi, un compte Instagram, un compte TikTok pour moi-même, parce que justement, mon but est d'aller chercher ces audiences-là, qui sont des audiences, qui sont pas les mêmes, en fait. C'est pas les mêmes personnes qui regardent des vidéos sur, l'intérêt du minage pour le parc nucléaire français. Bah, en fait, peut-être que ce contenu, il mériterait d'être sur TikTok. Alors qu'aujourd'hui, bah, il faut que non, mais c'est vrai, il y a pas de raison que je ne donne ce contenu qu'à des, hommes ou femmes mmh. politiques, quoi. C'est juste qu'il y a des gens, leur source d'accès à l'information, bah, en fait, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est pas, TF1. Donc en fait, il faut aussi aller parler à ces personnes-là, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé, donc n'hésitez pas à aller me suivre, sur ces Bah, différents réseaux. In Heu, Insta, je valide, TikTok, je valide pas, moi, perso. Mais il faut franchement, si tu as des retours positifs sur TikTok, ou tu les mets sur X, pour que tu nous partages ça, quoi, ça peut être intéressant, bah, je sais. en vrai, il y a pas mal, enfin, je pense que pour l'instant, j'ai un retour de base, à savoir qu'en vrai, il y a du monde sur TikTok, ça Bah, oui, 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 c'est ouais, vrai, c'est ouais. tout, voilà, mais Mmh. donc il y a le moindre, enfin, j'ai pas tout à fait, tout, enfin, je maîtrise pas du tout, TikTok à l'heure actuelle. Voilà, je fais mes premiers pas, mais il y a une vraie dimension de viralité, qui est, next level, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu peux avoir, 70 000 abonnés. Si tu fais un contenu, pas bon, bah, tu vas avoir, 100 vues, et en revanche, tu peux D'accord. avoir, 10 abonnés. Si ton contenu, il est bon, tu vas faire 50 000 vues. Et OK. donc en fait, c'est, je sais pas, enfin l'algo doit être justement, absolument optimisé pour ça, mais il y a un vrai côté, c'est all in viralité, quoi. Et donc Ouais, ouais. même un contenu fait par un mec random, à l'autre bout de la terre, s'il est bon, ça part en viralité, quoi. OK. Et ça s'appuie moins sur genre, bah, cette personne a 100 000 followers. D'accord, OK, ouais. Ouais, cette personne a 100 000 followers, elle est connue, donc automatiquement son contenu est mis en avant, là. C'est plus la viralité, en effet, Là, c'est vraiment, qui bah, prime, ça c'est vraiment, enfin moi, là, à l'heure actuelle, enfin, je peux regarder en live, mais de mémoire sur TikTok, tu vois, si j'ai 20 followers, enfin mmh. c'est OK. Alors que ça, par contre, ça, il faut qu'ils arrêtent TikTok, parce que c'est une appli vidéo, genre tu la lances, la home page, c'est une vidéo. Donc en fait, tu lances l'appli, ton téléphone te hurle dessus. Juste, c'est chiant. Merci d'arrêter. Voilà, message au créateur de TikTok. Non, tu vois, j'ai 44 followers, donc j'ai nobody. Mmh. Mais ça me tu vois, j'ai fait une photo, donc bon, c'est plutôt un truc de vidéo, mais première photo, c'était pour ma campagne et tout, enfin 26 vues, tout le monde s'en fout. OK. Ensuite, bah, là, j'ai fait une vidéo qui est, récemment, qui est plutôt un extrait, en mode short d'un de mes podcasts, bah, 9 000 vues. J'ai 40 followers. Donc c'est vraiment, il y a un côté où, à l'inverse, j'ai vu des gens qui avaient effectivement 60 000. Bah, quand ils font un contenu qui n'est pas, attirant, qui retient pas les gens, bah, tu as beau avoir 60 000 followers, bah, ils ont 150 vues. Donc ouais, ouais, enfin, en tout cas, moi,
voilà, je suis pas expert de TikTok, mais en tout cas, je comprends qu'il y a des gens sur TikTok et que c'est des gens à qui il n'y a pas de raison de pas aller parler. D'autant que Bitstack est une plateforme qui est vraiment destinée aux néophytes, quoi. C'est retail, c'est les 2 tiers des utilisateurs de Bitstack n'ont jamais touché aux crypto avant, ce qui est parmi les chiffres les plus élevés des autres plateformes, quoi. Ok, donc l'utilisateur TikTok est toute. C'est la cible parfaite, quoi. C'est pas la cible parfaite. De toute façon, tout le monde est notre cible parfaite. Notre but est de démocratiser le Bitcoin. Donc voilà, donc il y a aussi des utilisateurs de Bitstack qui ont plus de 70 ans, hein, mais effectivement, il faut aller parler à tous les publics. Donc ça va faire partie de ma mission. Ok, bah écoute, nickel. Belle mission. En plus, là, ce qui est bien aussi sur Bitstack, pour ceux qui écoutent, hein, c'est qu'il n'y a pas de Bitcoin, hein, c'est que du Bitcoin. Donc ça, c'est appréciable, hein. Et ça envoie un signal bon et clair, quoi. Ouais. Bah écoute, Alex, là, ça fait 1h50 qu'on discute. Je pense qu'on va mettre un terme à l'épisode. On va faire plein de petits formats short de 20 secondes de l'épisode et on va tout mettre sur TikTok. Et là, peut-être que ça va faire. Let's go. Mais en tout cas, ouais, juste avant qu'on termine l'épisode, déjà 2 choses. Alors déjà, un grand merci d'avoir pris le temps pour qu'on fasse l'épisode ensemble. On s'était croisés une fois IRL, mais de manière très très brève. On n'a pas pu échanger ensemble. Donc là, c'est la première fois qu'on discute l'un avec l'autre. Donc c'était un échange très agréable. Donc merci à toi. Et avant, qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, justement? À part TikTok. Donc Twitter, LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Donc Twitter /Alex, LinkedIn, Alexandre Sachenko. C'est là où je publie les contenus, j'allais dire, plus d'analyse, de réaction par rapport à l'actualité, des choses comme ça. Et donc très récemment, Instagram et TikTok, donc @Alexandre Sachenko. Alors il y en a, je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un où c'est tout attaché et l'autre où il y a un underscore entre les deux. Ok. J'ai rédig tout ça pour les mettre justement en lien dans la vidéo, dans Après, l'épisode de podcast. on peut rajouter, sans parler de réseau, mais j'ai mon compte Medium sur lequel je publie pas mal de mes formats longs. Donc plus des essais, on va dire. Donc il y a l'essai sur l'environnement, sur les libertés fondamentales, le Léviathan monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a pas mal de formats longs pour ceux qui ont du temps à perdre. Non, qui ont plus envie de creuser des contenus longs. Et puis après, j'ai mes livres, mais bon, là, les livres, c'est faut les acheter, quoi. Et le dernier en date, Bitcoin, le choc géopolitique, donc écrit avec Jean-Charles Galli aux éditions Armand Collin, et donc dans lequel on détaille les enjeux géopolitiques de Bitcoin, à la fois pour les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, etc. Pourquoi la monnaie est certes un objet économique, mais en fait, qu'on le veuille ou non, un objet géopolitique aussi. Et en quoi Bitcoin vient un petit peu à chambouler le jeu. On a été très fiers parce qu'on a gagné le grand prix du livre de l'économie de BFM. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce livre. Exactement. Et puis ça me fait penser qu'il faut que je recontacte Jean-Charles parce que ça fait plusieurs mois qu'on se dit qu'on va se faire un épisode justement sur cette thématique-là et les mois passent. Donc là, je vais recontacter pour qu'on sorte un épisode. Donc j'annonce dès maintenant, l'un des prochains épisodes sera sur ce sujet-là, le choc géopolitique de Bitcoin avec Jean-Charles. Espérons. Un livre d'actualité, voilà. Combien d'actualité, ouais. Exactement. Écoute Alex, écoute, encore une fois, merci. Merci à toi pour l'invitation. De rien, c'est normal. Et puis je te dis à une prochaine. À une prochaine, salut. Salut.